Bonsoir et merci de venir à notre deuxième débat de l'année co-organisé par l'Institut Veblen et l'association Les Réveils écologiques. Donc nous allons aujourd'hui parler d'un sujet très important. Oh, pardon. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Alors, il va vous m'entendre. Merci. Ça aide toujours. Je sais que l'écho ici rend parfois l'audition difficile. Je m'appelle Wojtek Kalinowski, je travaille à l'Institut Veblen, qui est un think tank en cercle de réflexion fondé en 2011 déjà, avec la mission de promouvoir les idées, notamment les débats économiques sur la transition écologique. Je suis très heureux de pouvoir co-organiser cette soirée aujourd'hui, qui sera donc animée principalement par notre ami Victor Thiebaud de l'association Réveil écologique. Je laisse la parole à Victor. Je vous rappelle tout simplement le contexte de notre débat que chacun connaît, c'est que nous avons maintenant des objectifs climatiques et écologiques ambitieux, enfin que certains jugeront ambitieux, qui impliquent notamment une électrification de beaucoup d'usages. Nous avons beaucoup de transitions en cours. Tout cela crée une pression sur les ressources en général, mais sur les matières premières et les matériaux critiques en particulier. Et il y a désormais des politiques publiques qui tentent de répondre à ce besoin. L'année dernière, l'Union européenne a passé un Raw Materials Investment Act, si j'écorche peut-être le nom. En tout cas, une politique, une directive européenne pour sécuriser les approvisionnements. Donc sécuriser les approvisionnements, ça fait partie du tableau, mais en même temps, on veut le faire de façon juste, aussi pour les autres pays, pour les pays exportateurs. Et on veut aussi le faire en pensant à la sobriété. Donc je pense que sécurité, justice et sobriété, c'est sans doute les mots-clés qui vont planer au-dessus de notre débat. Je laisse à Victor le soin de présenter nos intervenants et je vous souhaite un bon débat. Merci beaucoup pour cette bonne introduction, Wojtek. Alors, juste avant pour commencer, donc, comme ce qui a été dit, moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Point Réveil écologique. C'est un collectif d'étudiants, de jeunes diplômés qui est né en 2018 suite à la publication du manifeste Point Réveil écologique, qui a récolté un peu plus de 30 000 signatures à ce moment-là, et qui partait déjà d'un constat. Les étudiants ne sont pas du tout assez formés aux enjeux de changement climatique, de l'impact des activités humaines sur l'environnement, et aussi sur une revendication, celle de ne pas vouloir aller travailler pour des entreprises, en particulier des grands groupes, dont on juge que leur activité est directement responsable du dérèglement climatique et pas seulement climatique, mais d'impact qu'on juge tout à fait néfaste sur l'environnement. Pardon ? Oui, voilà, on ne s'appelle pas forcément, enfin nous on ne se désigne pas forcément bifurqueur, mais c'est vrai qu'on peut dire ça effectivement. Voilà pour un petit mot sur le collectif. Ah oui, pardon, je voulais préciser aussi, concrètement, on a plusieurs activités. À la fois, on va rencontrer des acteurs publics, des administrations publiques, pour essayer de pousser notre point de vue, notre plaidoyer. On va aussi dialoguer avec des entreprises, justement, pour leur dire changez votre modèle économique, parce que de toute façon, nous, on ne viendra pas travailler pour vous, et on porte, ou en tout cas, vu le nombre de signatures qu'on a récoltées en 2018, on pense porter la voix de beaucoup de personnes de notre génération, et aussi en dialogue avec les écoles pour leur dire eh ben, formez-nous, on a vraiment envie d'être actifs, d'arriver dans le monde de l'entreprise en étant armés pour résoudre concrètement tous ces problèmes. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir brièvement présenter nos intervenants. Déjà, que je remercie d'être là ce soir. Vous allez voir, on a
une table ronde qui est très diverse et donc on va avoir vraiment plein de points de vue différents, ce qui va être hyper enrichissant. Désolé si vous m'entendiez pas. Alors tout d'abord, Judith Pigneur. Donc, vous êtes diplômée de l'École nationale supérieure de géologie. Vous avez fait une thèse sur les impacts environnementaux liés aux activités économiques tout le long de la chaîne de valeur de certains matériaux, avec un focus sur un matériau qu'on appelle le néodyme, chinois en particulier. Et aujourd'hui, vous êtes chargée de projets matériaux et sobriété à l'association Négawatt. Alors Négawatt, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc j'ai fait mon petit travail de recherche, je suis allé sur le site tout simplement. Elle a été créée dans l'objectif de montrer qu'un autre avenir énergétique est non seulement réalisable sur le plan technique, mais aussi souhaitable pour la société. Est-ce que vous avez quelque chose déjà à ajouter à cette présentation? Oui, apparemment. Pardon, j'ai coupé le micro. Ensuite, Vincent d'Herbemont. Alors vous êtes diplômé de l'École d'ingénieur des mines de Paris. Actuellement, vous travaillez en tant qu'ingénieur économiste à l'IFP Énergie Nouvelle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'IFPEN, c'est un centre de recherche. Pareil, donc là, j'ai été un peu flemmard, je suis simplement allé sur le site de présentation. Centre de recherche à l'interface entre le monde académique et le monde industriel dans les domaines du climat et de l'environnement, des énergies renouvelables, de la mobilité durable et là, je ne pouvais pas l'inventer, des hydrocarbures responsables. Voilà. Je vais te répondre là-dessus. Oui, bien sûr. Oui, alors hydrocarbures responsables, c'est sûr que c'est un des axes de recherche d'IFPEN. Il faut savoir que historiquement, c'est quand même l'Institut français du pétrole. Donc c'est vraiment l'institut qui gère cet hydrocarbure-là, donc depuis l'extraction jusqu'à l'utilisation dans les moteurs à combustion. Maintenant, l'activité et le budget s'est beaucoup réorienté et maintenant, on réoriente toutes les activités liées à ces connaissances-là, les connaissances du sol et du sous-sol et les connaissances liées aux moteurs thermiques pour justement les nouvelles technologies de l'énergie. Donc il y a très très peu de budget sur cet axe de recherche-là, je vous rassure. Très bien, merci pour la réponse. Et pour la transparence. Je précise tout de suite, pensez à bien porter le micro proche de votre bouche parce que je suis pas sûr, je ne sais pas si vous avez bien entendu la réponse dans la salle. Moyen, ok, bon. Bon, pour la suite. Mais en tout cas, sachez que voilà, Vincent a exercé son droit de réponse et il nous a dit que c'était une toute petite partie des investissements qui étaient faits dans la recherche pour ce qu'on appelle, ce qui est noté comme hydrocarbures responsables. Et enfin, et donc Vincent, vous êtes, je précise aussi, spécialisé sur la prospective énergie-matière, les enjeux liés aux matériaux critiques et aussi notamment sur les politiques mises en place à l'échelle européenne et leur déclinaison à l'échelle nationale. Et enfin, David Ravet. Donc vous êtes plutôt côté industriel, entreprise. Vous avez été formé à la gestion de l'environnement industriel avec une longue expérience en tant que responsable HSE pour hygiène, sécurité, environnement. Vous travaillez à une entreprise qui s'appelle MTB, MTB pour More Than Business, si je ne me trompe pas. Depuis 15 ans, actuellement, vous occupez le poste de directeur de développement et partenariat. Et pour dire vite fait un mot, mais on aura l'occasion d'y revenir bien sûr, sur l'entreprise MTB, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la gestion des déchets industriels et qui a une activité autour de 3 pôles, le recyclage, non seulement, la fabrication d'équipements et aussi l'ingénierie. Donc vous ne placez pas seulement pour à récupérer des matériaux et les revendre un peu triés pour d'autres industries, mais vous êtes aussi côté réemploi et fabrication. Et une petite note, et là pareil, on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est assez intéressant. L'entreprise MTB a rejoint la Convention des entreprises pour le climat, donc vous aurez l'occasion d'en parler. Est-ce que cette présentation vous convient aussi? Très bien. Bon, on va dire que j'ai assez parlé pour le moment. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, pour information, la discussion va durer, on va dire, environ 1 heure, 1 heure et quart. Après, vous aurez l'occasion, vous tous dans le public, de poser des questions, demander des points de précision. On est censé terminer a priori à 20h30, donc dans tout juste 1 heure et quart. Mais on peut déborder, apparemment on a un peu le droit de déborder jusqu'à 21h, mais peut-être qu'à ce moment-là vous aurez envie de rentrer, donc on va essayer de quand même rendre la discussion dynamique.
Alors, je propose de céder la parole tout de suite à Vincent pour nous faire un peu finalement une introduction de l'enjeu des matières premières et de la décarbonation de l'économie en général, histoire de commencer à un peu cadrer le sujet de discussion. Ouais. Alors donc je vous l'ai dit, je travaille à IFP Énergie Nouvelle. Moi je suis dans la partie économie, donc c'est plus précisément dans l'équipe prospective. Donc nous on fait des scénarios de transition énergétique. Et nos scénarios, ce qu'il faut savoir, c'est que en ligne avec tous les autres organismes qui créent ce genre de scénario de transition énergétique, donc on pourra citer au niveau mondial le GIEC, que vous connaissez tous sûrement, l'Agence internationale de l'énergie. Au niveau français, on en a aussi. On a l'ADEME, l'Agence de la transition énergétique. On a aussi Negawatt, qui fait des scénarios de transition. Et tous ces scénarios-là, ils s'accordent sur au moins 2 points, on va dire. Sortir des énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables et des technologies bas carbone. Donc ces technologies bas carbone, elles regroupent de nombreuses technologies différentes, donc depuis la production d'électricité, les éoliennes, panneaux photovoltaïques, la géothermie, mais aussi des nouveaux vecteurs énergétiques comme l'hydrogène, et jusqu'à l'utilisation de tous ces vecteurs énergétiques-là, donc par exemple dans les véhicules électriques, les véhicules à hydrogène, mais les pompes à chaleur aussi pour les bâtiments, etc. Aussi, en technologie bas carbone. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces technologies, elles consomment des matériaux. Donc on peut par exemple comparer, une chose qu'on fait souvent, c'est on compare les technologies bas carbone aux technologies conventionnelles. Typiquement, si on compare un véhicule électrique à son équivalent conventionnel, donc un véhicule thermique diesel ou essence, on se rend compte qu'en termes de consommation de cuivre, on arrive à x2,5 à x4 en termes de consommation de cuivre pour un véhicule électrique. Le véhicule électrique, en plus, il va consommer certains matériaux spécifiques à la batterie. Typiquement, on va retrouver le lithium, le cobalt, le manganèse, le nickel. Tous ces matériaux-là qu'on ne va pas consommer ou très très peu dans les véhicules thermiques conventionnels et qu'on va consommer énormément dans les véhicules électriques. Ensuite, on a toutes les technologies de production. Donc, dans les éoliennes, on va utiliser du molybdène, du nickel également, du manganèse. Voilà, tous ces matériaux-là, on va aussi les retrouver dans les technologies bas carbone. On aura les terres rares qu'on va utiliser dans les éoliennes offshore. Voilà. Et de manière générale, on prend n'importe quelle technologie bas carbone, elle utilise beaucoup de matériaux. Même les pompes à chaleur, on pourrait se dire que c'est quelque chose qui n'utilise pas beaucoup de matériaux. En fait, il y a beaucoup de cuivre qui est utilisé dans les pompes à chaleur. Voilà. Donc, généralement, on présente la transition énergétique comme un moyen de sortir des énergies fossiles et donc d'augmenter sa souveraineté, justement, de dire on va pouvoir produire l'énergie sur notre territoire. Mais quand on dit ça, on oublie que potentiellement, on peut créer une nouvelle dépendance, et cette dépendance, ça serait une dépendance aux métaux, et typiquement à ces métaux de la transition énergétique. Donc nous, à IFPEN, on a abordé ce sujet-là par un projet qui s'appelle Generate, et dans lequel on a fait justement des scénarios de transition énergétique pour évaluer les besoins en tous ces matériaux et potentiellement voir si on aurait suffisamment de matériaux, s'il y avait suffisamment de ressources pour satisfaire nos besoins pour la transition énergétique. Donc on a fait des scénarios à l'horizon 2050 et on s'est rendu compte que en termes de consommation cumulée de métaux, on pouvait arriver à des pourcentages de consommation des ressources totales qui étaient relativement élevés pour certains matériaux. Je vous donne des exemples. Typiquement pour le nickel, on est arrivé à 35% des ressources identifiées de nickel actuellement qui seraient consommées à l'horizon 2050 dans un scénario de transition énergétique. Pour le cuivre, on est arrivé à 80%. Le lithium, on est arrivé à 70%. Voilà. Donc, 35% pour le lithium et c'était le nickel 70%. J'ai changé les deux. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ces scénarios-là, ils dépendent de beaucoup de paramètres, à quel point on fait du recyclage, quelle technologie on utilise, voilà, beaucoup de paramètres différents qui rentrent en ligne de compte, mais l'ordre de grandeur est là, on va consommer une portion significative des ressources disponibles pour les technologies bas carbone.
Un autre axe qu'on a un peu regardé aussi, c'est pas l'épuisement géologique des ressources, mais c'est à quel point on va devoir augmenter notre production. Parce que si on va devoir augmenter très vite notre production pour produire rapidement des technologies bas carbone, bah, potentiellement, ça veut dire qu'on va avoir du mal à mettre en place des nouvelles mines, à créer des nouvelles usines de raffinage pour tous ces métaux. Et ça, en fait, ça prend du temps. C'est des projets qui prennent du temps pour se mettre en place. Et donc, c'est important de savoir à quel point on va devoir augmenter vite la demande en matériaux. Typiquement, on a fait un scénario sur les besoins pour les technologies hydrogène, particulièrement pour les électrolyseurs qui produisent l'hydrogène. Et on s'est rendu compte que juste pour les besoins européens en hydrogène, il faudrait peut-être multiplier la production d'iridium par 1,6, juste pour satisfaire les besoins européens. Donc on multiplie la production mondiale d'iridium par 1,6, qui est la production actuelle, hein, pour satisfaire nos besoins en hydrogène à l'horizon 2050. Donc évidemment, ça fait un peu peur tous ces chiffres. On peut citer aussi celui de l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit qu'on va devoir multiplier par 40 la production de lithium. Voilà, c'est des chiffres qui peuvent donner un peu le vertige, mais effectivement, pour certains matériaux en tout cas, c'est le cas, parce qu'on les utilise assez peu aujourd'hui. Judith, je vous voyais réagir. Est-ce que vous voulez compléter ce qui vient d'être dit? Avec plaisir. Non, je pense que c'est hyper complémentaire ce que j'ai à apporter. De toute façon, j'ai fait beaucoup de oui de la tête. J'en ai fait un tout petit qui était non, c'était sur x40 parce que ce chiffre il est un peu fallacieux. En fait, c'est x42 par rapport à la proportion actuelle de lithium qui est. Enfin, et en fait, c'est même passé. À l'époque où on a fait l'étude, c'était la proportion de lithium qui était utilisée pour les batteries électriques. Mais du coup, ça représente plutôt un x6 à x8 de la production mondiale. Si on prend, parce que c'est juste qu'en fait, le lithium était utilisé pour autre chose jusqu'à récemment. Et donc voilà, non, parce que du coup, x6 ou x8 de la production mondiale, ça fait un peu moins peur que x42. C'était juste pour ça. Mais bon, ça, c'est un débat presque technique. Le constat, il est le même, c'est qu'effectivement, ça induit des augmentations. Moi, ce que j'aime bien faire quand même dans ce débat, c'est prendre un petit pas de recul sur pourquoi on consomme les métaux aujourd'hui et est-ce que la transition énergétique est vraiment responsable de la majorité des impacts de l'extraction minière et de la métallurgie à l'heure actuelle. Et donc la réponse est non. C'est aussi en partie parce qu'on n'a pas déployé la transition énergétique à l'ampleur à laquelle il faudrait la déployer, quoi. On n'est qu'au début. Mais aujourd'hui, la majeure partie de la production minière mondiale, c'est pour répondre aux besoins de l'industrie, du transport, du bâtiment, et en fait pour répondre au fait qu'on est dans une société qui continue à s'industrialiser de plus en plus, à s'urbaniser de plus en plus, pour le développement des infrastructures. Et la grosse masse en fait de l'extraction mondiale, c'est le fer avec 3,5 milliards de tonnes de minerais bruts sortis par an, le cuivre avec 2 milliards de tonnes de minerais bruts sortis par an, puis l'or qui correspond à 1,5 milliard de tonnes de minerais bruts pour faire seulement 1000 tonnes d'or par an. Donc ça, et des grosses masses d'impact comme ça, c'est plutôt ces métaux-là. Et aujourd'hui, ça correspond assez peu à des usages de clean tech ou de transition, quoi. C'était juste pour rappeler ça. Pas pour dire qu'il n'y aura pas de problème demain, mais même pour demain, un autre élément à avoir en tête pour mettre en perspective tout ça, c'est un article que je trouve très intéressant de Wattari qui calcule en fait les besoins en flux de matière qui vont être générés par la transition et qui se compare ça à un scénario business as usual. Il reprend les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie et il regarde comparé à un scénario classique, on continue comme on fait aujourd'hui, qu'est-ce que ça génère en termes d'extraction, la transition énergétique. Et quand il dit en termes d'extraction, là il compte tout en fait. C'est pas juste le métal qu'on sort, mais c'est aussi le minerai qu'on a besoin de sortir pour avoir ce métal, les déchets qui sont produits, les intrants, etc. Donc vraiment tout le flux de matière associé et qui a derrière de manière un peu cachée les besoins en métaux. Et là on s'aperçoit que faire la transition, ça diminue plutôt le volume global d'extraction parce que déjà on sort des fossiles, donc on arrête les mines de charbon, donc on arrête des énormes mines en fait, et ça permet plutôt de réduire
la taille globale du gâteau, mais il souligne aussi des problèmes sur certaines filières, et c'est là où on se rejoint complètement, c'est les mêmes filières que vous avez citées. Donc c'est les filières qui vont poser problème, qui vont avoir des flux vraiment augmentés par la transition. C'est le cuivre, c'est l'argent. Donc l'argent, c'est plutôt pour les panneaux photovoltaïques. Le cuivre, on en a besoin partout pour l'électrification. Donc évidemment, on a des besoins qui augmentent vis-à-vis de ça. On a aussi les 3 métaux qu'on utilise pour les batteries. Donc nickel, cobalt et lithium. Là aussi, on va avoir des soucis. Et l'acier, en fait, qu'on continue à utiliser beaucoup, et notamment pour le déploiement des technologies de production en elles-mêmes. Après, on peut discuter de ça. Je sais qu'à Negawatt, par exemple, on discute cette valeur sur l'acier parce que l'acier, c'est aussi les supports, par exemple, les supports sur lesquels on va mettre les panneaux photovoltaïques. Donc nous, on dit, on n'est pas obligé de les faire en acier, on pourrait les faire en bois, par exemple. Bon, bref, les chiffres se discutent, mais c'est globalement certaines filières, oui, vont poser problème en termes de volume. Et quand je dis poser problème, c'est de la même façon. Donc c'est pas sur la fin des ressources, c'est effectivement sur les temps de développement des filières. Donc on a une inertie en fait à ouvrir des nouvelles mines et à faire des infrastructures de transformation. Mais aussi, là on le voit avec ce que je disais avec les flux cachés, c'est sur les impacts environnementaux. Et nous, ce qui nous inquiète, c'est plutôt ça, c'est l'explosion des impacts environnementaux. Merci beaucoup. À présent, David, qui est disons, le représentant du monde industriel aujourd'hui, du monde des entreprises. Quand on entend tous ces chiffres d'explosion, de consommation des métaux et qu'on est une entreprise de recyclage, on se dit qu'on va avoir pas mal de boulot. Alors effectivement, du coup, moi je fais le lien avec ce que vient de dire Judith parce que donc moi je représente la société MTB, donc effectivement une façon de voir les choses pourrait être de se dire tant mieux, il y a de plus en plus de besoins, donc notre activité en tant que fabricant d'usines de recyclage est vouée à se développer de manière exponentielle dans les années à venir. Je veux faire un petit pas de recul par rapport à tout ça, vous expliquer un petit peu pourquoi du coup aujourd'hui moi je suis présent et je suis très heureux de pouvoir partager la table ronde avec mes 2 interlocuteurs qui sont bien plus spécialistes que moi de tous ces enjeux de ressources et de déchets miniers. Vous disiez tout à l'heure que MTB voulait dire more than business. En fait, ça n'a pas toujours voulu dire ça. En fait, nous, on est une société qui est spécialisée depuis 40 ans dans la conception, la fabrication d'usines de recyclage. Et au départ, le nom de l'entreprise, c'était machine de triage et de broyage. Donc, c'était quelque chose de très, très basique, très terrain. En fait, très terre à terre. Nous, notre domaine d'excellence au démarrage, au début des années 80, était de trouver des solutions, et notamment pour des filières particulières qui étaient les câbles électriques. Donc on est né en fait de la volonté de notre fondateur de trouver une solution pour recycler ces câbles qui historiquement étaient brûlés. Donc vous imaginez que vous avez des câbles en cuivre. Si vous vouliez en récupérer la matière interne qui était le cuivre, en fait un petit peu d'essence, une allumette et on mettait tout dans l'atmosphère. Donc vous imaginez l'impact sanitaire et environnemental, donc c'était quand même pas très glorieux. Et lui a l'idée de développer les premières solutions de traitement de déchets mécaniques, donc broyage, séparation, avec la vocation et la volonté d'équiper en fait des industriels du recyclage. Et il a commencé cette activité donc à côté de Lyon, avec une particularité dans notre domaine, c'est qu'on a tout de suite eu une double casquette en se positionnant à la fois comme recycleur pour le marché français et comme fabricant équipementier pour aller ensuite équiper des recycleurs un petit peu partout dans le monde. Donc aujourd'hui, on a bien avancé dans notre développement, on a grandi, on a pris conscience d'un certain nombre d'enjeux, parce que nous, depuis 40 ans, en fait, en tant qu'industriel du recyclage, on vient généralement nous voir pour nos compétences en ingénierie, en développement de procédés, et on fait le constat récurrent que les années passent et les volumes de déchets augmentent, la difficulté à les recycler augmente également, la complexité des produits augmente. Et fort de toute cette expérience, on s'est dit on ne peut pas continuer comme ça dans un mode qui est simplement de se dire nous on continue à développer des solutions pour des déchets qui sont toujours plus présents. Donc on a voulu casser un peu cette logique-là. Et il y a une dizaine d'années, notamment sous l'impulsion de notre président actuel, quand il a racheté l'entreprise et que l'entreprise est devenue more than business justement, on s'est dit il faut qu'on essaye de sensibiliser nos clients, nos partenaires à la prise de conscience que nous on avait eue en lisant les mêmes études qui étaient citées sur les enjeux de ressources, sur les enjeux de climat, en se disant il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Alors pour les déchets d'aujourd'hui, bien sûr, mais c'est surtout d'éviter que les déchets de demain soient aussi complexes à traiter que le sont ceux d'aujourd'hui. Et donc, on a travaillé sur les impacts environnementaux, sur les notions d'éco-conception,
sur un certain nombre d'enjeux pour essayer justement de sensibiliser les industriels et travailler différemment. Donc aujourd'hui, nous, on a une activité qui est un peu particulière dans notre domaine. On fabrique nos usines et nos machines de recyclage en France. À 90%, elles sont made in France. Et on fait 90% d'export. On a plus de 5000 machines dans le monde actuellement. On est présent dans toute l'Europe, aux États-Unis. Alors c'est sur des marchés qui sont en lien notamment avec la transition énergétique, parce que comme on a commencé avec les câbles électriques, on est devenu un des leaders mondiaux dans ce domaine. Mais au bout d'un câble, généralement, vous avez un équipement électrique, donc vous avez un moyen de production. Et donc on a développé des procédés pour tout type d'équipement industriel. Donc c'est vrai qu'on n'est pas au sens de ce que les gens connaissent habituellement du déchet, qui est l'ordure ménagère, le bac jaune. C'est vrai que c'est pas vraiment notre domaine de spécialité. Nous, on est plutôt sur les voitures, les éoliennes, les panneaux solaires, les déchets électroniques, tous les produits assez complexes qui demandent à avoir un process de traitement et de séparation. Et pour en finir avec la présentation, et notre motivation à être là ce soir, c'est que justement, depuis cette dernière décennie, on a travaillé sur nos impacts environnementaux, on a travaillé sur l'éco-performance des procédés de recyclage, parce qu'il y a recyclage et recyclage. Comme je vous le disais, on peut recycler un câble en le brûlant ou recycler un câble en le broyant et en séparant correctement lame en cuivre ou en aluminium, les différents plastiques pour pouvoir les recycler. Et ben, du coup, nous, on a essayé aussi de travailler sur ces dimensions-là, et aujourd'hui, on accompagne des industriels dans le design drivé par la recyclabilité, par la sobriété d'usage des matériaux. L'idée étant, je prends toujours cet exemple un peu provocateur, c'est que nous, on est feignants. Demain, si on a moins de travail, c'est pas plus mal. L'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver des conceptions qui soient plus respectueuses des ressources qui se dégradent malheureusement, qui soient plus safe pour l'environnement, les utilisateurs, et puis surtout qui soient plus faciles à recycler demain. Donc on peut dire que l'entreprise s'inscrit vraiment dans une économie circulaire, en tout cas qui se veut le plus circulaire possible. Effectivement, bah du coup, oui, effectivement. Nous, on a aussi une approche qui est toujours de s'inscrire dans une chaîne de valeur, dans une chaîne de transformation, qui est l'économie circulaire, où l'idée n'est pas forcément de tout jeter. Donc on va aussi inciter les partenaires avec qui on travaille, les industriels, à réfléchir sur le réemploi, le réusage, la réparation de leurs équipements. On se l'applique même à nous-mêmes, puisque nous, on fabrique des équipements, donc on est dans une sorte d'économie linéaire à l'origine de la fabrication des équipements de recyclage. Et on a fortement travaillé sur ces aspects-là d'économie de fonctionnalité. Aujourd'hui, on travaille sur des modèles économiques d'accompagnement des industriels, de leasing, de rétrofit de nos machines pour pouvoir leur donner une deuxième vie, alors peut-être une troisième vie plus tard, mais en tout cas, l'idée, c'est effectivement de ne pas simplement rentrer dans un système où on se dit bon, on est content d'avoir un déchet parce que ça fait un business en plus, mais plutôt d'éviter la survenue de ce déchet et de le rendre le plus recyclable possible. Merci beaucoup. Alors à présent, les mots, les notions ont déjà été un petit peu évoqués avec les premières interventions. J'aimerais qu'on aborde maintenant la question sur un aspect, disons, politique à l'échelle européenne et la déclinaison du projet européen à l'échelle nationale, éventuellement différentes échelles dans les différents États membres, tout en articulant cette notion avec la notion, vous venez de le dire, vous venez d'en parler, la notion de sobriété. Vincent, il me semble que vous connaissez bien tout ce qui concerne le projet européen, en tout cas les politiques mises en place à l'échelle européenne. Ouais, alors au niveau européen, donc là on a parlé tout à l'heure, il y a eu le Critical Raw Material Act qui est en cours, disons, de votation là, côté Conseil. Et en fait, la thématique matériaux, la Commission européenne, elle a commencé en 2008, donc assez récemment on pourrait dire, et on parlait à ce moment-là pas vraiment de transition énergétique, c'était vraiment, on commençait à se rendre compte qu'on dépendait non seulement de matières énergétiques, mais qu'on dépendait aussi d'autres types de matières non énergétiques, et que potentiellement ça serait un problème à l'avenir, parce que après il y a des tensions géopolitiques qui arrivent, il faut faire attention à nos approvisionnements. Donc ça a commencé en 2008 par un rapport de la Commission européenne qui s'appelait c'était l'initiative matières premières, voilà, et dont je cite l'objectif « Assurer la croissance et créer de l'emploi en Europe ». Voilà, donc c'était l'objectif affiché pour ce rapport-là. Et à partir de là, il y a eu tous les 3 ans
une évaluation qui a été rendue par la Commission européenne qui dressait une liste de matériaux critiques, donc ils appelaient critiques. En fait, les matériaux critiques, ils les définissaient comme étant des matériaux qui sont à la fois importants pour notre économie, donc qui sont utilisés dans beaucoup de secteurs et en quantité suffisamment importante. Et la deuxième caractéristique de ces matériaux critiques, c'est qu'ils ont potentiellement des problèmes sur leur approvisionnement. Donc typiquement, si on s'approvisionne beaucoup depuis un pays qui est relativement instable politiquement, bah le matériau sera d'autant plus critique. Et donc voilà, on fixe ensuite des seuils sur ces deux axes-là, l'axe importance économique et l'axe disruption dans l'approvisionnement. Et à partir de ces seuils-là, on va dire que le matériau est défini comme critique. Et donc, tous les 3 ans, la Commission européenne a proposé des listes de matériaux critiques qui devenaient de plus en plus longues. Donc, il y en a une en 2011, en 2014, 2017, 2020, 2023. Donc, en 2023, on en est à 34 matériaux critiques, sans différencier les terres rares et sans différencier les platinoïdes. Et en fait, avant 2023, jusqu'à 2020, on n'a pas... C'était juste une vocation d'observatoire, on va dire, de ce qu'a fait la Commission européenne. Mais il n'y a pas eu d'action véritablement qui a été mise en place sur les matériaux critiques. Et il manquait aussi une vision justement prospective sur ces matériaux critiques parce que on évaluait la criticité d'un matériau uniquement actuellement, par rapport aux approvisionnements actuels. On n'allait pas voir peut-être que la transition énergétique allait accentuer certaines tensions. Et en 2023, ils ont corriger ces deux choses-là, on peut dire. Sur la thématique prospective, en fait, ils ont créé une autre liste de matériaux qui sont les matériaux stratégiques. Donc là, on ne parle plus de critiques, mais de stratégiques. Et alors, stratégique, pourquoi ? En fait, la définition, c'est qui est important pour la double transition énergétique et numérique et qui est aussi important, ou disons plutôt, qui est important pour l'aérospatiale et la défense. Donc voilà. Et ces matériaux-là, ils sont par défaut intégrés dans la liste de matériaux critiques. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais voilà, au moins là, on a intégré la dimension prospective avec, on sait qu'il y a une transition numérique et une transition énergétique qui a lieu, et donc il faut intégrer des matériaux qui n'auraient pas été intégrés sinon. Et le deuxième volet qui a été intégré, c'est la partie politique publique. Donc jusqu'à là, on a dit, c'était un peu, on observe que potentiellement il y a des tensions, il y a des matériaux critiques, mais c'est juste à titre plutôt d'observatoire, exploratoire. Et du coup, là, il y a eu un acte, donc un règlement européen, enfin une proposition de règlement qui s'appelle le Critical Raw Material Act, et qui lui donne des objectifs quantitatifs à atteindre pour sécuriser nos approvisionnements. Alors le premier type d'objectif, c'est sur la sécurisation des approvisionnements par la production sur le territoire européen. Donc il y a des objectifs très quantitatifs qui disent que typiquement 10% de nos besoins en matériaux stratégiques, ils vont devoir être produits sur le sol européen, ils vont devoir être minés sur le sol européen. On a un autre objectif qui concerne la transformation de ces matériaux-là. Donc on continue la chaîne de valeur des matériaux et on dit que 40% de nos besoins en matériaux stratégiques vont devoir être transformés ou raffinés sur le sol européen. Et il y a un objectif aussi sur le recyclage, donc il dit que 15% de nos besoins en matériaux stratégiques vont devoir être assurés par du recyclage sur le sol européen. Donc voilà, des objectifs qui permettent de sécuriser les approvisionnements en produisant de manière plus importante sur notre sol. Après, la seconde partie de ta question, Thibaut, c'était sur la déclinaison à l'échelle de l'État français. Pour l'instant, le règlement n'est pas passé. Donc, je rappelle, le règlement au niveau européen, c'est une loi qu'on va devoir appliquer dans les États membres de manière très... on doit vraiment respecter scrupuleusement ce qui est dit dans le règlement. Alors qu'une directive, c'est un peu plus laxiste sur la manière dont on doit l'appliquer dans l'État membre. Donc là, on parle bien d'un règlement. Et donc en France, il y a plusieurs... donc le règlement n'est pas encore passé, donc pour l'instant, il n'y a pas besoin de l'appliquer, mais la France a déjà pris les devants sur certaines choses. Elle a typiquement créé l'OFREMI, l'Observatoire français des ressources industrielles, l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles.
l'Ofrémi, qui a été donc créé en France pour justement observer toutes ces questions de matériaux critiques et surtout mettre en relation les industriels et l'État sur ces questions-là. Il y a eu d'autres choses qui ont été faites. Il y a eu une réforme du code minier qui a été faite en 2022, qui a eu vocation à renforcer un petit peu le processus de vérification environnementale sur les projets miniers. Donc ça a vocation à améliorer l'acceptabilité de tout ce qui est projet minier et projet de raffinage. Et il y a eu des réflexions pour implémenter des mines sur le territoire. Donc il y a la mine d'Iméris dans l'Allier, potentiellement, qui est en cours de réflexion. Il y a une autre mine aussi en Alsace, ça c'est plus du lithium géothermal. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui se mettent en place progressivement, mais en tout cas le Critical Raw Material Act, il n'a pas encore été voté réellement, donc pas encore vraiment implémenté à l'échelle des États membres. Et justement sur donc, ce CRMA, le Critical Raw Material Act, j'imagine Judith, vous avez aussi un point de vue sur la question complémentaire de celui de Vincent. Oui. Je peux dire ce que j'en pense. Mais ouais, il y aurait beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, donc j'essaye de faire un tri rapide dans ma tête. Mais oui, déjà, je m'aperçois que sur le petit panorama de les métaux et la transition qu'on a fait en intro, j'ai oublié d'atterrir sur ce sur quoi je voulais atterrir à la fin, qui était ça dépend aussi du scénario de transition qu'on regarde. Et nous, à Negawatt, on a fait l'effort de faire l'empreinte matériaux de notre scénario qu'on propose, sachant que notre scénario est basé sur une démarche de sobriété, d'efficacité et évidemment de transition vers les renouvelables. Mais comme ça commence par la sobriété et que l'objectif à la fin est de consommer moins d'énergie, ça amène aussi à consommer moins de matériaux. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que la démarche de sobriété, bonne nouvelle, c'était de la sobriété pour l'énergie mais aussi pour les matériaux. Et dans les grandes lignes, on arrive à consommer moins 20% sur tous les matériaux, sauf, donc là on arrive toujours sur la même conclusion, sauf sur certains métaux non ferreux, donc toujours les mêmes qui posent problème, notamment lithium, cobalt, etc. Donc là on n'arrive pas à avoir une diminution en valeur absolue. Mais sinon, nous on a carrément une diminution en valeur absolue sur le scénario qu'on regarde. Donc évidemment, quand on dit que ça va augmenter les besoins en métaux, ça dépend aussi quelle transition on envisage et quel choix on fait derrière. Et du coup, pour revenir aux questions européennes du Critical Raw Material Act, oui, je voulais juste apporter une toute petite correction d'abord sur le code minier en France, parce que j'ai suivi ces questions aussi pendant longtemps. Donc je pense que je ne partage pas entièrement le constat du fait que ça améliore sur tous les plans la prise en compte environnementale des impacts de l'extraction. Alors, c'est quand même un peu mieux parce qu'évidemment notre code datait du 19e siècle, notre code minier, donc on pouvait difficilement faire pire. Donc il y a une tentative d'articulation avec le code de l'environnement, notamment la responsabilité des producteurs est élargie un peu dans le temps, c'est-à-dire que ça va être plus facile a posteriori s'il y a des impacts miniers d'aller chercher la responsabilité financière des exploitants miniers pour des dommages qui ont été créés. Là, il y a une vraie amélioration. Après, pour moi, il y a un rendez-vous manqué sur la question de la pollution des sols, qui est un des impacts emblématiques majeurs de la mine, où on aurait pu mieux articuler avec les lois sur les sites et sols pollués. Donc là, il y a quelques problèmes. Bon, je ne vais pas tout détailler parce que sinon, on serait encore là demain. Mais sur la question européenne, enfin, peut-être commencer par les grands constats aujourd'hui face aux défis qui sont posés par l'approvisionnement minéral, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir des fortes augmentations et des tensions à venir sur les marchés, mais aussi des problèmes environnementaux, de la chute de la qualité des gisements. On va avoir des teneurs qui vont diminuer et qui vont encore augmenter les impacts environnementaux. Aujourd'hui, on répond absolument que par une politique de l'offre en fait, donc c'est-à-dire de se préoccuper que de relancer la production sur notre territoire, de relocaliser, et parce que comme vous l'avez très bien dit, en fait les enjeux qui ont été posés au départ par la Commission européenne, c'est plutôt ceux des enjeux géopolitiques, c'est-à-dire comment on fait pour ne pas perdre la main sur la production, comment on fait pour demain, s'il y a des tensions dans le monde ou des tensions sur les marchés, être sûr
ce dont on a besoin. Donc là, on répond vraiment en se disant relance de la production avec les chiffres qui ont été dits sur production minière, relocalisation de la transformation métallurgique. On peut déjà se dire que même en regardant que cette question de comment on fait pour relocaliser, on a des objectifs qui sont foncièrement irréalistes. Parce qu'en fait, tous les objectifs qui ont été dits, c'est d'ici à 2030. La loi, elle n'est même pas encore passée en application. Alors, après, il faut qu'elle soit traduite dans les pays, etc. 2030, c'est demain. Une mine, ça met environ 10 ans à ouvrir. Donc, ce qu'on a fait là dans cette loi, c'est aussi, ce qui a été fait, c'est accélérer les délais administratifs. Mais en accélérant les délais administratifs, on n'accélère pas les délais industriels derrière. Il y a quand même un besoin de temps de développement. Sur beaucoup de ressources, on parle de ressources qu'on dit non conventionnelles, ça veut dire qu'on n'a jamais exploité avant, donc il faut aussi mettre au point les procédés pour pouvoir avoir le lithium. Ça paraît quand même assez irréaliste de passer de beaucoup de filières où on est à 0, quand même, à 30% d'ici à 2030. En fait, tout le monde sait que ces objectifs, ils ne sont pas tenables. De toute façon, il ne va rien se passer si on ne les respecte pas. Ils sont assez symboliques. C'est une volonté de relocaliser. Donc voilà. Respecter ces chiffres, je ne peux pas vous faire le calcul de tête. En plus, ça serait différent sur toutes les filières. Et en plus, moi, j'allais venir à mon point principal qui était que pour moi, une façon aussi de tenir ces objectifs, ça serait d'avoir des vrais leviers sur la demande. C'est-à-dire que pourquoi c'est difficile d'avoir des objectifs ambitieux en termes de recyclage ou de relocalisation, c'est parce que les demandes sont exponentielles. Donc, à partir du moment où la consommation, elle augmente de manière exponentielle, vous voyez, 30%, la marche, elle n'arrête pas d'être de plus en plus haute. Donc, au bout d'un moment, il y a aussi une question de comment on met en œuvre une action sur la demande, une action de sobriété, de se dire comment on va faire pour, sur certaines filières, consommer carrément moins. Parce qu'on nous parle de la transition énergétique, attention, on va avoir plus besoin de cuivre. Mais le cuivre, c'est utilisé pour plein d'autres choses. On pourrait aussi imaginer qu'il y ait des domaines et des secteurs où carrément on diminue drastiquement les besoins. Donc par exemple, nous, dans nos scénarios à l'échelle France, le cuivre et l'acier, on en utilise beaucoup moins demain pour le bâtiment parce qu'on privilégie les matériaux biosourcés, géosourcés, donc le bois, la terre crue, on change notre façon d'habiter, on diminue la construction de logements neufs, voilà, donc on a une vraie politique de sobriété qui fait qu'en fait, on en a besoin de moins demain. Et ça paraît raisonnable d'un point de vue environnemental pour diminuer les impacts, mais ça paraît aussi raisonnable pour tout simplement tenir nos objectifs industriels, même pour des questions de souveraineté. On a un impact qui est plus fort si demain on consomme moins, c'est-à-dire que si on a relocalisé une partie de la production et qu'en plus on a diminué notre demande, là ça commence à être un pourcentage de notre demande qui est plus significatif. Donc ça, au sein de la Raw Material Coalition, qui est une coalition de think tanks, d'ONG, qui s'est créée juste avant en fait, le règlement pour les métaux critiques, donc le CRMA, dans l'objectif de peser sur ces négociations et qui continue à exister aujourd'hui, qui s'est officialisé à l'automne dernier. On a demandé qu'il y ait des objectifs de réduction de la consommation, on n'a pas été entendu. On a demandé qu'il y ait du mieux-disant environnemental, on n'a pas été entendu, puisqu'en fait, dans cette loi, l'accélération de la production, elle est aussi permise par des contournements systématiques des réglementations environnementales. Donc, à partir du moment où un métal est stratégique, il n'y a plus besoin de respecter la directive 4 sur l'eau, la directive Habitat et la directive Oiseaux, pour ne citer qu'elles. Donc on nous dit que aussi relocaliser, ça va permettre d'avoir une meilleure empreinte environnementale, puisqu'en Europe on est tellement plus merveilleux qu'ailleurs, mais en même temps, d'un autre côté, en fait on diminue la réglementation environnementale qui faisait qu'on était mieux disant. Donc c'est un problème. Et le troisième plan d'action de la Raw Material Coalition, c'est aussi de peser sur des conditions équitables commerciales pour les accords commerciaux avec les pays producteurs, puisque un gros pan, donc là c'était sur le plan relocalisation, mais il y a aussi une grosse partie du règlement sur les métaux critiques qui est faire en sorte d'aller sécuriser nos approvisionnements à l'étranger, puisque ça c'est ce qu'on fait déjà, mais là on renforce avec des partenariats stratégiques avec les pays producteurs.
ce qui permet de sécuriser l'approvisionnement européen. Voilà, donc pour nous, il y a vraiment un gros enjeu à avoir demain une politique, une politique européenne concernant la consommation de métaux qui soit vraiment une planification industrielle et écologique où on se permette à la fois d'agir sur l'offre mais aussi sur la demande et qui soit cohérente filière par filière, où on puisse aussi faire des arbitrages. Qu'est-ce qu'on décide de prioriser dans notre approvisionnement ? Quels sont nos besoins essentiels, donc pas parler que de la transition, mais aussi des besoins qu'on a dans la vie de tous les jours. Assurer ça, mais dans des proportions qui soient raisonnables et voilà, et qui permettent de baisser ça. Voilà, j'avais encore plein de choses en tête, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que. Alors juste pour préciser ce point européen, peut-être Vincent et toi, Judith. Comment ça se passe concrètement? Donc l'Union européenne vote des objectifs, mais ensuite, concrètement, pour sécuriser, pour nouer des contrats, signer des contrats, c'est chaque pays membre qui le fait séparément. C'est l'Europe qui le fait pour tous, ou est-ce que c'est les grosses comment s'approvisionnent les grosses entreprises européennes concrètement? Je réponds. Bah, je peux commencer. Alors sur les partenariats stratégiques, moi je suis vraiment pas experte, donc ça c'est les partenariats entre l'Europe et les pays producteurs, donc je répondrai pas là-dessus. Sur le respect des objectifs, pour l'instant, il n'y a pas de dispositif qui est en place sur comment on va faire concrètement pour avoir 30% de la production en Europe. Rien n'est détaillé. Il y a beaucoup de choses qui vont être détaillées dans des décrets ultérieurs, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait même pas comment on compte. Notamment, ça parlera peut-être à David Ravet sur le recyclage, mais en fait, 15% du recyclage sur la filière du lithium, ça veut dire quoi? Pour quelle année de consommation? Comment on calcule la consommation? Est-ce que, enfin voilà, bon bref, là pour l'instant aujourd'hui c'est pas du tout défini et en fait le diable sera dans les détails et ça cachera des niveaux plus ou moins ambitieux pour ça. Là c'est pas défini. Par contre, comment on fait concrètement pour que ce qu'on produise en Europe assure vraiment l'approvisionnement des industriels européens? Ça, c'est super intéressant parce que justement, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire 30% de la production en Europe et en fait tout exporter. Enfin, je veux dire, on peut très bien ouvrir des mines de lithium et en fait, ça retourne sur le marché mondial et en fait, ça sert à produire des SUV en Corée. Donc, il va y avoir quand même des leviers à trouver et c'est vraiment important de les trouver pour que cette production, elle serve. Enfin, l'objectif affiché, c'était la souveraineté et il faut au moins qu'elle puisse vraiment servir à cet objectif parce qu'aujourd'hui, rien ne garantit que si on produit en Europe, on n'exporte pas l'entièreté de la production. Il y a des leviers qui sont plutôt du côté financier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de l'argent public en fait, qui est sorti pour justement favoriser cette production sur le territoire européen. Et notamment en France, donc là je repasse plus en France, elle passe par le Fonds des métaux critiques qui a été abondé à hauteur, si je me souviens bien, de 500 millions d'euros par l'État pour arriver à un objectif final de 2 milliards d'euros pour financer le développement de ces filières. Et en fait, le financement privé, il va passer par ce qu'on appelle des off-take agreements, donc c'est en fait des genres de contrats de préachat. Donc ça veut dire que, par exemple, je préachète la future production de la mine de lithium. Je suis un industriel de l'automobile et je décide que je mets de l'argent pour investir dans cette mine. Et en échange de l'argent que j'ai mis pour investir dans cette mine, j'aurai une part de la production qu'on me donnera directement. Et c'est un moyen de financer l'investissement. Ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est qu'on pourrait penser que l'État pourrait se servir de ça puisqu'il est dans le fond des métaux critiques pour orienter ces contrats de préachat vers les usages qu'on trouve les plus stratégiques. C'est-à-dire de dire, en fait, on a le droit de faire ces contrats de préachat, mais que pour les filières qu'on trouve les plus intéressantes, que pour des industriels français ou européens, et que, alors là, soyons fous, c'est-à-dire si on se dit, par exemple, décarbonons l'automobile, on pourrait se dire qu'il pourrait même avoir une clause pour dire
avec ce lithium, ne sera produit que des voitures sobres, toutes petites, avec des toutes petites batteries. Rien n'empêche apparemment juridiquement de mettre de telles clauses. Après, bon, je doute un petit peu qu'on aille si loin sur la description de l'usage. Mais voilà, pour l'instant, ça c'est des idées parce qu'aujourd'hui, rien ne fait le lien concrètement, juridiquement, entre la production et les usages. Bon. Ah pardon, vas-y Vincent. Vas-y. Non, je rajouterais justement sur ce que disait un peu le trou dans la raquette qu'il pourrait y avoir sur le fait qu'on produit notre lithium typiquement en Europe et qu'après on l'exporterait. Normalement, pour résoudre cette chose-là, il y a le New Battery Act, là, New Battery Regulation, qui lui, normalement, va donner une sorte de passeport batterie qui devrait tracer un petit peu le contenu en matériaux qu'il y a dans les batteries. Et du coup, la batterie serait estampillée production européenne et ça permettrait un petit peu de tracer un peu mieux tout ça et de voir que justement, il n'y a pas un petit peu des incohérences qui se passent, ce qui n'empêchera pas qu'elles se passent quand même. Hein, mais voilà. Ouais, du coup, on voit avec vos deux interventions que politiquement, la situation est assez floue, hein, pour n'employer que ce terme-là. Sauf que le problème, c'est que sur le terrain, les entreprises doivent agir dès maintenant, se positionner. Donc, David, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur, en tant qu'industriel sur la position d'entreprise? Je vais essayer en tout cas juste pour rebondir effectivement sur un domaine que moi je connais un petit peu mieux qui est notamment le cuivre, hein, dans toute la transition énergétique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de lithium, de cobalt, de manganèse qui sont les grands métaux utilisés pour les batteries, mais somme toute, dès qu'on parle de production énergétique, il faut connecter des moyens de production, des lieux d'utilisation, des lieux de stockage, et pour l'instant on n'a rien trouvé de mieux que le cuivre. Alors pour le coup, je parle sous votre contrôle, mais je pense qu'on n'a pas de capacité minière espérée ou fantasmée en Europe de mines de cuivre. Peut-être en Espagne un petit peu, mais en tout cas, là, pour le coup, la question se pose beaucoup moins. D'être capable d'ouvrir des mines de cuivre demain en France, c'est pas envisageable. Donc, je dirais que notre seule mine possible actuelle, c'est nos déchets. Et c'est vrai que là-dessus, quand on regarde, alors je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur les projections. Si on prend quel que soit le scénario envisagé de transition énergétique, à l'horizon de 2030, les spécialistes annoncent au niveau mondial un manque de production de cuivre minier, donc à l'échelle du globe, de plus de 10 millions de tonnes de cuivre. Donc on sait déjà qu'on va dans le mur. Si on ne fait rien tout de suite, une des façons de le faire, d'amortir, je dirais presque le choc sans pouvoir l'éviter, c'est effectivement le recyclage. Donc le recyclage est devenu encore plus stratégique que précédemment, notamment sur ces métaux d'usage courant dans l'industrie, mais ça ne solutionnera pas complètement la problématique. Hein. Il va falloir passer par de la sobriété, du questionnement sur les usages, de la relocalisation de nos productions, effectivement. Alors la bonne nouvelle, effectivement, même si on a des dispositifs réglementaires à l'échelle européenne qui se mettent en place et qui sont longs à mûrir et à se déployer, il y a quand même beaucoup d'industriels, et nous on le voit au quotidien, qui prennent conscience de ces enjeux. Alors pour certains, ça peut être avec une approche malheureusement très court-termiste, parce qu'en fait ils ont juste un risque d'approvisionnement, donc ils veulent faire continuer leur business as usual au quotidien. Mais pour beaucoup, il y a une approche beaucoup plus long terme qui se dessine, et c'est l'aspect positif, et d'où on essaie de participer à ce mouvement-là, justement, de prise de conscience des industriels qui se disent qu'il faut, comme ils ont une responsabilité de plus en plus élargie en tant que producteurs, penser à la fin de vie de leurs produits, penser aux boucles d'économie circulaire qu'il va falloir mettre en place, adresser la problématique de l'approvisionnement futur, de la manière dont on va pouvoir préserver les générations futures. Donc, vous voyez, il y a des notions, le court terme versus long terme. Il y a une notion que nous, on aime bien chez MTB, qui est le pour nos enfants, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait pour les générations à venir. Ça, c'est une de nos valeurs d'entreprise. Mais à chaque fois qu'on va essayer de travailler sur un projet qui est industriel, l'enjeu court terme et financier immédiat de gain, c'est pas ce qui va nous préoccuper. Nous, on va plutôt se positionner en se disant, mais comment on organise les choses pour qu'on soit encore là demain et que nos enfants soient encore dans un monde habitable. Et donc, pour ce qui est des sujets autour de l'économie des métaux, notamment, nous, on a de plus en plus de projets. Alors, historiquement, on était plutôt en phase d'industriels du recyclage, qui étaient nos clients. Mais aujourd'hui, c'est des industriels manufacturiers de toutes les grandes filières industrielles européennes et mondiales qui viennent nous voir et qui nous demandent de travailler justement sur des boucles
d'économie, de pouvoir reconcevoir leurs produits, travailler sur les process de recyclage à mettre en place, avec une volonté qui est de garder la maîtrise sur la matière. Ça, c'est quelque chose qui est très très prégnant. Ça n'existait pas du tout il y a encore 5 ans, et c'est encore pas complètement diffusé dans toutes les strates de l'économie, mais on voit de plus en plus d'industriels qui ont conscience de ces enjeux, qu'il y a un risque d'approvisionnement, et que si demain ils veulent pouvoir continuer à travailler, continuer à servir leurs clients, alors effectivement on peut se poser la question de pour quel type de voiture, mais s'ils veulent continuer à faire des voitures, déjà il y a un moment, il va falloir justement organiser les choses de manière plus locale. Et je vais finir par une anecdote, mais nous, l'Eureka, en fait, la prise de conscience qu'on a eue il y a plus de 10 ans aujourd'hui sur ces sujets-là, notamment vis-à-vis de la fuite des matières à l'extérieur de nos frontières, c'est que historiquement, comme dans plein de filières, malheureusement, le recyclage, dès qu'il y avait des produits qui étaient un peu complexes à retraiter, ça ne se faisait pas localement, c'était exporté, mis dans des bateaux et puis envoyé notamment au grand export. Et un jour, nous, on était en train de regarder justement les différentes filières qui nous étaient proposées, et des filières asiatiques nous présentaient des choses sur les plastiques. Alors on n'était pas sur les métaux, mais sur du recyclage qui était organisé là, notamment en Chine, avec des produits plastiques qu'ils récupéraient un peu partout en Europe, notamment issus de déchets électroniques. Et ces produits-là, ils les séparaient à la main, ils les séparaient avec les moyens qu'ils avaient, ils les séparaient par couleur, ils en refaisaient des produits, donc ils avaient tout un process de fabrication, mais sans vraiment comprendre exactement les risques associés à l'usage de ces plastiques qui, pour certains, contiennent des retardateurs de flamme bromés, des additifs. Et ce qui nous a choqués, nous, à l'époque, et ce qui nous a fait prendre une décision un peu disruptive, c'est qu'on s'est rendu compte qu'après, ils fabriquaient en fait des bannettes à papier ou des corbeilles pour les déchets, mais surtout des petites boîtes de goûter pour les enfants. Et donc, en fait, on s'est dit, mais en fait, on est en train de les tuer en leur envoyant sans contrôle ce qu'on produit comme déchets, et en retour, en fait, indirectement, on se tue nous-mêmes. Et donc, à partir de ce moment-là, mon président avait pris la décision d'arrêter tout export à l'étranger. Donc, ça a été aussi un des moments fondateurs de cette prise de conscience des industriels, en se disant, on ne peut pas continuer comme ça. Donc on va travailler, nous, on est des spécialistes du recyclage, à nous de bosser sur les moyens de séparer, d'identifier les produits, de les valoriser localement. Et c'est ce principe-là qu'on a aujourd'hui avec beaucoup d'industriels. Alors je ne peux pas forcément donner tous les noms, mais il y a des gens dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique, des biens de l'habillement qui travaillent dans les équipements de sport, dans les équipements du bâtiment, et qui justement essayent d'avoir cette approche-là aujourd'hui, d'être beaucoup plus sobre dans la façon dont ils conçoivent les produits, parce que c'est une partie de la réponse aux grands défis qui s'annoncent pour nous. Alors ça ne va pas tout résoudre, mais en tout cas, au moins, ça permet d'apporter une partie de la solution. Et donc là, justement, vous venez d'expliquer comment la prise de conscience a eu lieu dans votre cas particulier. Oui. Et justement, vous n'avez pas seulement pris conscience du problème, mais vous essayez de le prendre à bras le corps. Et notamment, ce que je disais en introduction pour présenter l'entreprise, elle a rejoint ce qu'on appelle la Convention citoyenne pour... la Convention des entreprises. Il y a une filiation. Voilà, il y a une filiation avec la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors je vais surtout rendre hommage aux deux fondateurs qui s'appellent Yannick Servang et Éric Duverger, qui sont les fondateurs du mouvement, donc la Convention des entreprises pour le climat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce mouvement d'entreprise, c'est inspiré complètement de l'expérimentation qui a été faite avec la Convention citoyenne pour le climat, où ils sont partis du principe en se disant, si on met 150 personnes de tout type, de toute origine, de toute taille en termes d'entreprise, parfois climato-sceptiques, parfois très engagés, dans une même salle, et qu'on leur explique les enjeux de la transition énergétique, les enjeux du climat, du réchauffement, de ce qui est à faire avec des scientifiques, avec des gens du GIEC, avec des spécialistes. Il n'y a pas de raison que ces dirigeants d'entreprise ne prennent pas conscience des enjeux, et l'ambition de la CEC était de se dire on va réussir à faire bifurquer en fait les business models de ces industriels, avec le souhait, en tout cas, la volonté d'avoir un effet de levier beaucoup plus important, puisque une entreprise qui a plusieurs dizaines, voire centaines de salariés, a des milliers de clients, et si elle bifurque, et si elle est capable d'expliquer le pourquoi en fait de son changement de modèle économique, de ses engagements vis-à-vis de la transition écologique, ça peut changer le monde. Et donc le principe de base, en 2021, ça a été de lancer une initiative avec 150 entreprises de toute la France,
de tous les types, de toutes les origines, de toutes les tailles. Nous, on a eu la chance d'en faire partie. On a été parmi les 150 premiers. On a fait justement pendant 1 an des travaux de groupe juste pour comparer nos modèles, comparer nos contraintes, comparer nos incompréhensions sur ces sujets. Et l'idée, c'était, une fois qu'on avait compris en fait autant que possible, grâce à des scientifiques, les enjeux, c'est de travailler en collectif pour s'aider les uns les autres à changer nos modèles d'affaires. Donc il y a des entreprises parmi les 150 premières qui sont connues du grand public parce qu'elles ont des clients comme nous tous autour de cette salle au quotidien, d'autres comme nous qui sommes plutôt dans le B2B. Mais effectivement, c'est une expérience qu'on essaie de démultiplier maintenant dans les régions, dans des filières spécialisées. Donc, il y a eu des CEC qui ont été faites en PACA, en Corse, sur la côte atlantique, à Lyon, à Grenoble. Et donc, on reproduit, en fait, grâce à l'association, cet engagement-là. Et à chaque fois, on est de plus en plus nombreux à s'y associer. Et aujourd'hui, il y a plusieurs centaines d'entreprises qui ont fait ce cheminement. Donc, c'est un cheminement qui est très particulier parce que c'est le dirigeant de l'entreprise qui le fait, c'est pas délégué à un responsable RSE ou un responsable HSE qui va déjà lui par ADN être câblé pour ça, mais c'est vraiment la tête pensante et dirigeante de l'entreprise qui va faire cette transition. Et donc la CEC, c'est un mouvement d'entreprise. Donc là, il y a peut-être un petit voyant qui s'allume chez certaines personnes dans la salle quand on parle de mouvement d'entreprise. Est-ce qu'il y a un lien de la CEC, enfin, est-ce qu'il existe des liens avec d'autres mouvements d'entreprise? Je pense au MEDEF par exemple, au hasard, mais peut-être d'autres. Alors, bien sûr qu'il y a des liens, puisqu'en fait, je vous le disais en introduction, la CEC, elle s'est voulue, c'est une association, hein, elle s'est voulue représentative de la population française et de la diversité de ces entreprises. Donc, il y a des entreprises qui font partie du MEDEF, ou qui font partie des mouvements Impact France, pour ne citer que les 2 plus connus, qui ont intégré la CEC et qui travaillent aussi sur ces sujets-là. Ça n'empêche pas, parce qu'on est adhérent au MEDEF ou participant localement au MEDEF ou à Impact France, d'être engagé également dans la CEC, ou bien au contraire. Justement, c'est toute la richesse de cette initiative. Pour ce qui est, par exemple, d'MTB, nous, on est également au MEDEF de l'Isère, qui est notre département d'origine. Justement, je pense que quand je parlais de collectif, le point important dans tous ces mouvements d'entreprise, et si justement on veut avoir un effet de levier suffisant pour pouvoir embarquer encore d'autres entreprises qui seraient plus réfractaires ou qui ont une marche encore plus importante à franchir sur ces thématiques-là, il faut parler avec tout le monde. Et donc du coup, au quotidien, on échange avec les syndicats professionnels comme le MEDEF ou d'autres, et qui justement, avec parfois des freins, des frictions, mais en tout cas un vrai discours et une vraie discussion, parce que vous avez des entreprises qui sont historiquement au MEDEF, qui ont fait des revirements complets dans leur business model, et donc c'est des parfaites réussites. L'enjeu aussi, c'est de montrer quand même que on peut faire cette transition, on peut prendre conscience de tous ces enjeux en ayant quand même une activité économique viable. L'idée, c'est pas de supprimer en fait les entreprises en se disant c'est l'origine du problème, donc on les fait disparaître et on a solutionné le problème. L'idée, c'est quand même de pouvoir aussi continuer à employer du monde, à produire plus modestement, de manière plus raisonnée, parfois décroissante. Parce que pour moi, par exemple, c'est pas un gros mot de parler de décroissance. Il y a des secteurs d'activité qui doivent décroître, d'autres qui doivent croître. Alors effectivement, une fois on m'a dit mais toi tu es dans un secteur d'activité qui est l'économie circulaire et le recyclage, tu es plutôt en croissance. Oui, effectivement, on accompagne nous les industriels dans leur décroissance. Mais c'est pas justement un problème. C'est de justement prendre conscience de ces enjeux et d'accompagner tout le monde. Et donc il n'y a que dans ces lieux-là qu'on peut justement échanger et essayer de convaincre. Bon, espérons que d'autres entreprises rejoignent typiquement Les recrutements se font au quotidien dans les différentes régions de France. Tous les dirigeants d'entreprises qui seraient dans cette salle et qui seraient intéressés, moi je veux bien répondre à leurs questions, et en même temps vous pouvez aller questionner les autres participants à la CEC qui sont très heureux de vous expliquer le pourquoi et le comment de leur engagement. Moi, voilà, s'il y a des dirigeants d'entreprise dans la salle, vous pouvez venir parler à... Il y a peut-être des gens qui ont fait la CEC dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des... Est-ce qu'il y a des alumni de la CEC dans la salle? À main levée? Non, apparemment. Non. Pas ce soir. Ah, si, je vois une main là-bas au fond. Une main timide. Bon, merci beaucoup. En dernière partie de cette discussion, en fait, on a un petit peu
évoqué déjà ce sujet-là, mais quand on a préparé la table ronde, on avait évoqué l'idée de filer un exemple précis lié aux matières premières. Donc on l'a évoqué un peu depuis le début, celui des voitures électriques, en particulier des batteries des voitures électriques. Alors, j'aimerais bien qu'on commence par parler vraiment de faire un focus sur l'enjeu géopolitique lié à cet exemple précis. Alors, Judith, tout à l'heure, vous avez dit en Europe, on est, un peu ironiquement, en Europe, on est meilleur, on est parfait, parce que, voilà, on se dit qu'on est pionnier dans, comment dire, dans la prise en compte politique de ces enjeux-là. Pour parler à l'extérieur de l'Europe, un peu d'un grand méchant, une grande menace dans le secteur, c'est la Chine. J'ai fait quelques recherches juste avant pour bien mettre en évidence l'enjeu géopolitique. Alors, c'est pas simplement pour pointer la Chine comme un méchant, mais juste parce que la Chine a vraiment un impact assez colossal sur ce milieu-là. En 2022, il y a eu environ 10,5 millions de voitures dites vertes, électriques ou hybrides qui ont été produites dans le monde. Il y en avait 6 millions en Chine. Et ces voitures-là arrivent déjà en France. Il y a certaines marques chinoises qui vendent déjà des voitures électriques en France. Donc on voit déjà qu'il y a à la fois un enjeu, il y a un enjeu clairement économique sur la concurrence entre nous, les constructeurs européens, français, versus de nouveaux arrivants, de nouveaux entrants sur ce marché-là. Je ne sais plus comment s'appelle la marque, mais c'est une marque qu'on connaissait, je crois, pas du tout. BYD. Ah voilà, BYD, merci beaucoup, c'est ça. J'avais oublié, merci. Et pour donner quelques chiffres encore impressionnants, au niveau de la production mondiale, la Chine représente, alors c'est pas exclusivement des matériaux pour les batteries, mais typiquement 94% de la production mondiale de magnésium, 70% du graphite, 80% du tungstène, etc. Ça peut monter jusqu'à 95% pour certaines terres rares. Et à partir de 2018, il y a eu un contrat d'achat d'environ d'un tiers de la production de cobalt issu de la RDC, République démocratique du Congo, directement pour la Chine. Donc la Chine, en fait, s'accapare, met le grappin sur la ressource en cobalt. Donc justement, Vincent, vous en avez un peu parlé déjà. C'est quoi les enjeux concrets sur cet exemple d'une européanisation de la chaîne de valeur, déjà ne serait-ce que pour l'approvisionnement en matériaux? Ouais, alors effectivement, la Chine maîtrise une bonne partie des matériaux critiques, et notamment l'étape du raffinage, en effet. Et en fait, si on se place justement du point de vue européen et on regarde d'où viennent nos imports, en fait, ils viennent aussi majoritairement de Chine pour beaucoup de matériaux. Et justement, on a parlé tout à l'heure des objectifs européens, là, et il y en a un qu'on n'a pas cité, c'est celui de diversifier les approvisionnements. Donc c'est de dire, on veut arriver à ce que, à toute étape de la chaîne de valeur de tous les matériaux stratégiques, donc depuis le minage jusqu'à toutes les étapes de transformation, on veut ne pas dépendre à plus de 65% d'un même pays. Donc ça paraît pas si contraignant dit comme ça, mais en fait, on dépend déjà à plus de ce pourcentage, hein, comme certains exemples que tu as déjà cités, en particulier de la Chine, mais aussi parfois pour les minerais à l'état brut, on va dire, on dépend d'autres pays comme la République démocratique du Congo ou l'Afrique du Sud pour les platinoïdes, par exemple. Voilà. Donc l'objectif, c'est de justement diversifier les approvisionnements pour éviter que s'il y a une tension géopolitique, et ça se fait beaucoup justement côté chinois, qu'on ait des problèmes d'approvisionnement. Donc typiquement, là l'exemple assez connu, c'est en 2010, il y a eu la crise des terres rares. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une tension entre le Japon et la Chine au niveau de la possession d'une île en mer de Chine. Et donc la Chine a décidé de stopper ses exportations de terres rares vers le Japon. Elle a mis aussi à partir de ce moment-là des restrictions, des quotas d'export pour les terres rares. Ce qu'il faut savoir, c'est que les terres rares aussi à raffiner, c'est extrêmement polluant. Donc pareil, eux, localement, même s'ils acceptent une part de pollution plus qu'en tout cas que nous en Europe, ils ont quand même espoir de la diminuer. Donc voilà, ils ont mis des quotas d'exportation pour les limiter. Et plus récemment, il y a l'exemple du graphite.
sur lesquels ils ont mis des licences d'exportation, et du germanium et du gallium aussi, encore plus récemment. Donc voilà, il y a de plus en plus de restrictions d'exportation qui se font du côté de la Chine, et donc l'idée c'est de se couvrir de cette chose-là. En interne à la Commission européenne, le fameux 65% là, de maximum d'import, c'était appelé la mesure anti-Chine. Donc au moins comme ça c'était clair. Voilà. Nous on a fait quelques scénarios justement en essayant d'implémenter tous les objectifs de transition, enfin de sécurisation des approvisionnements à l'échelle européenne. Et justement, on s'est rendu compte, typiquement sur le lithium, que quand on implémentait ces mesures-là, en fait, on réduisait notre recours aux importations au niveau du raffinage du lithium, mais on déplaçait la dépendance un peu plus du côté du minerai brut de lithium. Et du coup, ça nous permettait de déplacer notre dépendance de la Chine vers la dépendance à l'Australie, qui est le premier producteur de minerai de lithium, et aussi vers l'Afrique. Parce que l'Afrique n'est pas encore un gros producteur de lithium, mais tend à l'être. Voilà. Le Chili, c'est pas du minerai de lithium, c'est du lithium de salar. Donc lui, généralement, il est quasiment directement raffiné sur place. Ou en tout cas, une bonne partie de la transformation est faite sur place. Justement, là où vous parliez de l'idée de diversifier nos approvisionnements, est-ce qu'il n'y a pas un risque de la formation d'un cartel des pays un peu à l'image de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, des pays exportateurs de minerais, de métaux précis? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là qui nous prend en nez aussi? Alors, effectivement, c'est un risque qu'on peut craindre. En fait, il y a déjà une organisation qui s'appelle les BRICS et qui est devenue en fait en 2024 les BRICS+. Donc c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et qui a été rejoint par d'autres pays, dont l'Arabie Saoudite, l'Argentine a décidé de ne pas rejoindre, mais il y a l'Iran, voilà, il y a d'autres pays, typiquement au Moyen-Orient, Amérique du Sud, voilà, qui ont rejoint les BRICS. Nous, on les appelle maintenant les BRICS+. Et en fait, ces pays-là, les pays qui ont rejoint justement en 2024 les BRICS, en fait, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément une population plus importante, pas forcément un PIB si important que ça, mais en fait, quand on regarde les ressources énergétiques qu'ils possèdent et les ressources minières qu'ils possèdent, en fait, c'est relativement important. Et en fait, on se rend compte que ce club-là de pays, c'est un peu un club de matières premières, et que ça pourrait avoir des conséquences parce que justement ils pourraient se mettre d'accord entre eux, un peu comme l'OPEP effectivement, pour réduire la quantité d'export et donc potentiellement contrôler les prix. Ils pourraient se mettre d'accord pour livrer à certains pays et pas à d'autres, selon leur entente politique avec certains pays ou d'autres. Et donc effectivement, ça pourrait créer certains problèmes d'approvisionnement. Après, nous, on a aussi vu que finalement, parfois, avoir un cartel de pays producteurs, c'était pas forcément néfaste pour la volatilité des prix. On s'est rendu compte que quand on avait un cartel, finalement, ça contrôlait la volatilité des prix sur un marché, et donc ça permettait typiquement à ceux qui s'approvisionnent d'avoir moins de risques vis-à-vis de cette volatilité. Bon, pour autant, ça c'est dans un climat, géopolitique stable. Une fois que le tout devient instable et qu'il y a des tensions, c'est plus la même histoire. Judith, je vous ai vu réagir. Ouais, je veux bien faire. Je suis désolée, toute petite correction factuelle. J'ai fait ma thèse en fait sur les terres rares et du coup sur notamment la crise des terres rares, etc. Et en fait, il y a juste un récit qui est vraiment répété souvent, celui de la Chine a fait un embargo. Donc oui, c'est ça. Mais en fait, c'est pas complètement vrai. C'est-à-dire qu'en fait, pour des raisons patriotiques, il y a des industriels chinois qui, au moment des incidents sur les îles Senkaku, ont décidé de ne pas livrer une fois le Japon, ce qui était évidemment une forme de coup de pression, de dire si on veut ne pas vous livrer, on ne vous livre pas. Mais en fait, ils ont livré plus tard. Et en fait, à l'échelle de l'année, il n'y a eu aucun moment où il y a eu vraiment un manque de ressources. C'est-à-dire qu'on se rend compte même au niveau du marché que le marché des terres rares cette année-là est excédentaire en fait. Donc il n'y a pas eu, voilà, c'est un coup de pression,
c'est pour montrer qu'il y a le pouvoir de le faire, mais il n'y a pas un moment, un pays qui manque vraiment de ressources à cause de ça. Et ce qui a provoqué une crise conséquente après, c'est des effets de marché financier et de bulles, c'est-à-dire que la peur entraînant la peur, tous les industriels décident de faire des stocks, comme tous les industriels décident de faire des stocks, ça augmente très fortement les prix. Enfin bon, bref, voilà, le principe d'une bulle financière qui après explose en fait. Voilà. Après, bien sûr, c'est pas pour dire que la Chine n'a pas un pouvoir de déstabilisation des marchés et un pouvoir de pression réel du fait de la concentration des métaux rares, c'est sûr. Aujourd'hui, tout le monde craint effectivement les tensions sur les marchés, les conflits, les tensions sur les marchés, c'est la meilleure option parce qu'il y a des tensions réelles avec des conflits armés et des risques d'embargo réels, notamment de la part de la Russie. Et on comprend pourquoi tout le monde s'inquiète. Mais il faut aussi voir que ça a été un argument commercial aussi de notre côté, c'est-à-dire que en fait, vous disiez que à partir de ce moment-là, la Chine met des quotas, mais en fait, c'est pas vrai. Ça faisait des années que la Chine avait des quotas, des quotas à l'exportation, et ces quotas à l'exportation, ils visent aussi à garder une partie de la valeur créée, c'est-à-dire en fait, la production minière, c'est ce qui crée le moins de valeur, c'est tout en bas de la chaîne, c'est l'amont de la filière. On n'a pas une valeur dégagée sur cette activité qui est énorme. Ce qui est intéressant pour un pays, c'est de pouvoir garder le minerai sur son territoire, pour pouvoir faire les premières étapes de transformation, voire arriver à des produits semi-transformés, voire transformés. Et donc, c'est compréhensible aussi que la Chine, en ayant fait les sacrifices, c'est-à-dire que depuis les années 80, on a tout délocalisé chez eux en termes de production, notamment sur les terres rares, la responsabilité, elle est partagée, c'est-à-dire qu'à partir des années 80, est réglementé les déchets environnementaux de la production des terres rares. Il y a notamment des lois internationales sur les déchets à faible activité, parce que les déchets de production des terres rares sont faiblement radioactifs. Et les pays s'alignent là-dessus et les industriels qui sont en Europe ou aux États-Unis se rendent compte que s'aligner sur cette loi, ça va leur coûter très cher. Et de délocaliser en Chine, ça coûte moins cher, puisque eux ne respectent pas cette loi-là. Donc il y a un sacrifice qui est fait d'un point de vue environnemental, qui est au bénéfice des pays riches aussi, puisque on a un matériau qui est moins cher, un coût de production à la fois humain et environnemental qui est moins cher. Et la Chine, ils ont fait ce pari-là en concentrant leur production, et le pari, c'était de petit à petit remonter la filière. Donc on met des quotas à l'exportation, on développe les industries de transformation sur les territoires pour petit à petit créer de la valeur sur le territoire. Puis, tout ça commence en 85. Et nous, on se réveille avec la Raw Material Initiative en 2008 et dire « Ah bah mince, en fait, la Chine, maintenant, elle a une concentration de tous les métaux, sachant que très souvent, sciemment, c'est nous qui avons délocalisé nos industries là-bas. Et parfois, soit nos industries sont restées là-bas, soit il y a des copies de technologies qui ont été faites. C'est-à-dire qu'en fait, les industriels et les Chinois, dans un premier temps, ils ont travaillé dans nos industries en Chine, puis ils ont copié la technologie et l'ont reproduit. En même temps, c'est un peu le jeu, quoi, quand on décide de faire un sacrifice environnemental. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette histoire de chaîne de valeur, c'est aussi l'histoire de la division internationale du travail, de choisir de mettre les mines dans des pays pauvres à faible coût de main-d'œuvre et qui ne respectent pas la législation environnementale. Et c'est aussi en partie pour ça qu'on a réussi à se développer en concentrant, nous, les activités à très très forte valeur ajoutée. Donc on paye aussi les choix d'années de choix de désindustrialisation parce qu'on ne voulait pas payer les conséquences environnementales de nos choix de développement. Merci pour les précisions. Alors, on arrive quasiment à l'heure de passer aux questions dans le public. Je vais juste brièvement, David, est-ce que vous, donc là on n'a pas vraiment évoqué l'amont de la chaîne de valeur, l'extraction, raffinage des minerais. Est-ce que chez MTB, vous recyclez, comment est-ce que vous gérez déjà les batteries? Est-ce que vous les recyclez? Comment est-ce que vous les valorisez, ces matériaux? Alors sur cette thématique-là particulièrement, ça fait partie de notre stratégie de développement. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on va sur des déchets de plus en plus complexes et à fort enjeu, et notamment dans le domaine des batteries.
Nous, ça fait 5 ans qu'on travaille sur ces sujets. On avait déjà eu l'occasion à de multiples reprises de s'intéresser aux filières autour des piles et accumulateurs, donc les différentes chimies. Mais c'est vrai qu'on a vu arriver l'avènement des batteries NMC avec la transition vers les mobilités électriques. Et donc nous, justement, quand Judith expliquait que un peu par court-termisme, par vision du gain immédiat, on a délocalisé les usines du monde plutôt en Chine. Faut constater aussi que ça a été fait aussi avec les déchets. En fait, c'est devenu effectivement comme beaucoup de pays. Alors il n'y a pas que la Chine, il y en a plein d'autres malheureusement qui sont devenus la poubelle du monde. Et donc aujourd'hui, en fait, les capacités de traitement de déchets, elles étaient sous-investies et sous-développées dans les pays qu'on dit entre guillemets développés, mais justement dans les pays industrialisés. Et nous, on a pour voir on va dire un côté positif quand même au dispositif européen et à tout ce qu'on a évoqué autour de ces matériaux stratégiques. Il y a énormément de financement public en ce moment, depuis quelques années, qui se portent justement sur le développement des nouveaux procédés industriels de fabrication de produits comme les batteries, mais aussi en y intégrant dès l'origine les dimensions de recyclage, chose qu'on ne voyait pas forcément précédemment. Et donc là, il y a cette dimension-là. Donc nous, on a actuellement plusieurs projets de R&D avec des partenaires industriels européens et français pour développer des solutions de recyclage de manière à garder justement les matières issues des futurs déchets batteries ou même déjà dès aujourd'hui, je dirais, les scraps industriels de fabrication, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gigafactories de batteries qui se montent en ce moment en France et en Europe. On a dans les Hauts-de-France une grosse dynamique sur le sujet, mais il y a aussi des déchets de production qu'il faut déjà être capable de traiter. Donc aujourd'hui, on a développé ces solutions-là. Donc nous, notre approche qui est très mécanique, elle est de se dire on va préparer ces matières, ces déchets qui sont particuliers, de manière à les séparer les différents constituants, récupérer le cuivre, l'aluminium, les plastiques, les aciers, et tout isoler justement pour pouvoir adresser ces différentes matières aux bonnes filières localement. Donc justement là sur la partie sensible autour du lithium et puis ce qu'on appelle la black mass, qui est le mélange en fait de manganèse, de cobalt et de nickel, c'est de pouvoir isoler cette poudre pour que des industriels de la chimie puissent justement travailler ces produits-là localement et en extraire les oxydes qui vont pouvoir... alors il y a des notions de grade batterie sur des qualités de matériaux, donc là on pousse très très loin le recyclage pour obtenir des puretés à plus de 99%, de manière à pouvoir réintégrer ces matières dans la production de futures batteries. C'est une des obligations des textes européens sur le sujet. Et donc ça se met déjà en place. Alors nous, on a démarré un pilote industriel au mois d'octobre sur notre site de recyclage. On est déjà en discussion avec des grands industriels français qui sont plutôt dans l'industrie minière, qui s'intéressent aussi au recyclage et qui du coup nous achètent des usines, de futures usines, et pour pouvoir implémenter localement, en tout cas quand je dis localement, c'est France-Europe à notre échelle, ces capacités de traitement pour pouvoir récupérer les matériaux et éviter effectivement qu'on s'approvisionne à l'étranger de biens manufacturiers, parce qu'actuellement toutes les batteries viennent d'Asie principalement, qu'on les utilise et puis que demain les déchets en fait repartent à la destination initiale et qu'on ait perdu en fait la maîtrise de ces matériaux. Donc l'idée c'est vraiment de travailler en collaboration. Et là il y a plusieurs dizaines de start-up ou de grands groupes industriels qui travaillent sur ces sujets actuellement. Et c'est vrai pour les batteries, c'est vrai pour les panneaux solaires. On a des projets avec des industriels sur le recyclage des panneaux, aussi sur les aimants, sur les terres rares. Donc il y a des initiatives avec des belles pépites françaises qui sont en train de se structurer justement pour apporter des solutions et avec une approche et une volonté aussi de faire bien au niveau environnemental. Donc c'est pas uniquement faire localement pour se dire on garde la matière mais on fait ça n'importe comment. Il y a une vraie préoccupation environnementale et une approche d'impact sur tous ces procédés. Donc il y a une double réflexion qui se fait quand même au niveau des industriels. Donc on espère que justement les conditions de marché vont permettre de garder ce modèle et de pouvoir le développer. Parce que l'enjeu aussi, il est là, c'est que les détenteurs des matières, des déchets de demain, vont être tentés d'aller au plus offrant. Et donc la difficulté, ça va être aussi d'inciter nous tous, individuellement, à chacun de nos niveaux, à préférer le long terme et peut-être le plus cher, au court terme et le plus économique, justement, qui n'est pas forcément le plus vertueux. Très bien, merci beaucoup pour ces explications.
À présent, on va pouvoir faire circuler des micros dans le public pour que vous puissiez poser vos questions. Donc ce que je vais vous demander, levez la main pour qu'on fasse circuler le micro. Quand vous posez votre question, levez-vous, comme ça on peut vous voir nous de notre côté. Et s'il vous plaît, essayez d'être concis dans vos questions. Voilà, ne vous lancez pas dans un exposé à votre tour. Merci de vous contenter de juste poser des questions. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir. Le sujet de la table ronde, c'était décarboner l'économie. Est-ce qu'on aura assez de matière? Et en fait, je voulais vous poser une question sur justement, est-ce qu'il y a vous avez parlé qu'il y aurait des problématiques sur le cuivre en fonction des scénarios, etc. etc. Mais est-ce qu'il y a des prospectives et des recherches de nouveaux gisements? Et vous ne nous avez pas parlé d'exploration marine des fonds marins, l'exploration minière des fonds marins. On a bien vu qu'il y avait eu une problématique en Norvège où heureusement on s'est arrêté à l'exploration et pas à l'exploitation. Mais est-ce qu'il y a déjà des pays qui font de l'exploitation des fonds marins? Et est-ce que, bon voilà, pour le moment j'ai l'impression qu'en Europe il y a un moratoire, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On va prendre 2-3 questions à la fois, comme ça va se fluidifier. Merci beaucoup déjà pour la présentation. Sur l'échelle des batteries, combien il faut de batteries pour refaire une batterie avec des batteries recyclées aujourd'hui et demain? Vous disiez qu'avec les conceptions, ça serait plus facile, mais est-ce que ça veut dire que les batteries d'aujourd'hui, on peut presque rien recycler ou très peu? Et à l'échelle un tout petit peu plus générale, est-ce qu'on va réussir à avoir plein de voitures électriques à 2030, 2050 en France, en Europe, dans le monde? Est-ce que ça a du sens? Et toute dernière, désolé j'en pose beaucoup, à l'échelle la plus générale, vous disiez qu'on on sort de terre des milliards de tonnes de minerais et que ça avait des impacts environnementaux. C'est quoi l'ampleur en fait? Vous dites que ça pollue les sols, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des zones entières qui sont inhabitables, des gens qui ne pourront pas se nourrir, ou est-ce que juste ça va pas être très joli dans certains coins? Merci. Oui, bonsoir, moi aussi j'ai plusieurs questions, mais je fais vite. Alors j'avais une première question sur, effectivement, merci d'abord à tous pour vos présentations, sur la question du recyclage, parce qu'effectivement, comme vous le dites, c'est un moyen et pas une fin, et du coup, donc vous parlez bien sûr donc moi, quand vous parlez de votre entreprise, des fois, je ne sais pas bien si c'est plutôt du conseil que vous faites, ou si il y a vraiment une activité, parce que le modèle économique du recyclage, à terme, est-ce que du coup, vous avez vocation aussi à réduire, parce que je rejoins beaucoup les précisions en tout cas apportées par Negawatt, c'est-à-dire qu'effectivement, on est bien conscient que en produisant et avec la consommation énergétique qu'on a aujourd'hui, c'est valable dans tous les secteurs, on va droit dans le mur. Et donc, la sobriété, je vous ai pas beaucoup entendu en fait parler de ce modèle économique, en tout cas de votre entreprise, c'est-à-dire que le recyclage, in fine, le but c'est que chaque entreprise s'en occupe, ça ne doit pas forcément être un secteur en soi, c'est un moyen en fait de décarboner, mais tout en sachant qu'à production égale, ça ne peut pas fonctionner. Du coup, vous, en termes de modèle économique, j'imagine qu'il y a des emplois dans votre entreprise. Comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez en parallèle sur de la réallocation des emplois sur des nouvelles filières? Donc voilà, j'avais une première question là-dessus. Et une deuxième question aussi sur la fiscalité carbone. Je ne sais pas si c'est une omission ou vous n'en avez pas parlé. Est-ce que c'est parce que ce sont des mécanismes qui, aujourd'hui, aussi sont sur cette approche un peu de production, ou est-ce que c'est parce que tout simplement vous... Enfin voilà, je ne savais pas. Moi, je pensais par exemple au mécanisme d'ajustement carbone, la MACF, qui normalement doit être entré en vigueur cette année, notamment pour le secteur de l'industrie, par exemple de la sidérurgie, métallurgie. Est-ce que vous avez des positionnements là-dessus? Et plus globalement, une remarque aussi, c'est que c'est vrai que Negawatt a précisé qu'il y avait des scénarios qui intégraient pas mal de variables, notamment sur le fait des politiques qui permettraient de réduire, moi je ne vous ai pas trop entendu parler de la mobilité, du transport, etc. Parce qu'en fait, un scénario à production égale, effectivement, on est sur la question de la sécurisation, dans des modèles de notre approvisionnement, mais quid un petit peu de cette vision beaucoup plus globale, en fait, où aujourd'hui, si on met en place effectivement des transports, donc tous les transports doux, etc., je trouvais que c'est vrai que ces scénarios-là, pour moi, font plus de sens. Non, mais désolé, j'essaye de faire court, mais...
Voilà. Voilà, ça, je comprends. Enfin, Excusez-moi, mais en tout c'est cas, voilà, exactement ce que j'essayais d'anticiper. Merci. Merci pour toutes vos questions. Juste qu'il y a vraiment beaucoup de mains qui sont levées, donc on va avoir vraiment des tonnes de questions. On va déjà répondre à cette première batterie de questions. Essayez d'être concis aussi, s'il vous plaît, dans vos réponses pour qu'on puisse répondre à un maximum de personnes. Merci. Du coup, première question là sur les types de ressources, de réserves. Du coup, à ne pas confondre réserve et ressources. Réserve, donc c'est ce qui est économiquement et techniquement exploitable. Les ressources, normalement, c'est ce qui est géologiquement disponible. Pour autant, les ressources évoluent quand même dans le temps au gré des découvertes, les ressources identifiées. Typiquement pour le lithium, je donne un exemple. En 2005, il y avait 14 millions de tonnes de ressources identifiées par le Bureau géologique américain. Et aujourd'hui, il y en a 98 millions de tonnes. Donc quand même, les ressources bougent aussi au gré des découvertes. Après, la question, c'est est-ce qu'on veut arriver au bout de toutes ces ressources? Ça, c'est une autre question. Et pour ce qui est des fonds marins, la France, normalement, s'est mis en retrait justement d'aller explorer ces fonds marins. Il y a certains pays, je crois, qui ont commencé à regarder la faisabilité, mais personne n'a commencé à le faire réellement. Donc ouais, l'idée, je pensais d'abord d'aller voir s'il y a beaucoup d'impact, et il y en a, sur l'exploitation de ces fonds marins avant de se lancer tête baissée. Après, pardon, la question après, c'était notamment combien de batteries pour faire une batterie? Est-ce que c'est vraiment envisageable de remplacer la flotte actuelle de véhicules donc, majoritairement thermiques par des véhicules électriques? Est-ce qu'on a la ressource en matériaux? Et aussi, en termes d'impact environnementaux, là, plus une question sur, je pense, l'impact environnemental des mines. Déjà sur le recyclage batterie et... Ouais, peut-être recyclage pour David. Alors, sur la partie recyclage, actuellement, les taux qu'on arrive à obtenir en termes de recyclage sont au-delà de 95%. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir reprendre 95% des matériaux qu'on va pouvoir réinjecter directement dans des batteries. Il y a bien des produits qui doivent être raffinés, retraités, reprocessés avant de pouvoir envisager. Donc je ne saurais pas vous dire exactement combien de batteries vous donneront une nouvelle batterie demain. L'idée, c'est de faire le maximum, d'éviter de reproduire ce qui est fait actuellement, parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, il y a des batteries encore qui sont recyclées, entre guillemets, en étant balancées dans des hauts fourneaux, où on va tout brûler, on va juste récupérer les métaux d'intérêt, et c'est tout. Donc en fait, l'idée d'avoir une approche beaucoup plus sélective et précise, c'est d'augmenter le taux de recyclage. Et c'est d'ailleurs ce qui est demandé dans la réglementation, puisqu'il y a des enjeux de réincorporation, de qualité qui sont très très élevés. Donc ça, c'est ce qui va driver, c'est ce qui va pousser tout le monde vers le plus haut et le mieux. Et pour répondre, alors c'est qu'un avis personnel, est-ce qu'on a assez pour faire des voitures autant que ce qu'on a actuellement? Moi, je pense que non. Il va falloir aussi se questionner sur les usages, sur la sobriété, sur la taille des véhicules. Vous m'auriez demandé si on était capable de faire autant de vélos électriques, j'aurais dit plutôt oui, mais en l'occurrence, des voitures, je ne suis pas certain. Pour la voiture électrique, revenez le 24 avril. On aura un débat plus approfondi sur ces points précis. Ouais. Alors, je vais essayer de faire court, mais il y avait plein de questions. Du coup, sur le deep sea mining, parce que du coup, c'est comme ça qu'on appelle, et les espoirs d'aller prendre du cobalt et du cuivre dans les fonds marins, il y a quand même un relatif consensus scientifique sur le fait que c'est une très mauvaise idée d'aller faire ça. Je ne vais pas vous faire toute la description, mais en gros, il s'agit quand même d'aller mettre des camions télécommandés, des espèces de dumpers géants. Si vous voyez, c'est comme une pelleteuse géante qui racle tout, donc pas juste les minéraux, la croûte, mais tout le fond marin, avec notamment une grande partie d'écosystèmes qu'on ne connaît pas encore, et peut-être dans les derniers écosystèmes qu'on n'était pas allé perturber sur cette planète, avec une potentielle impact en chaîne en fait sur la biodiversité marine. Donc on a heureusement un consensus scientifique sur la question qui dit mauvaise idée, et notamment une large implication, alors bien sûr, société civile, ONG, etc., mais même industriels. Il y a même des industriels automobiles qui ont signé sur le fait que alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a BMW, Volkswagen, qui ont signé le moratoire pour dire qu'il ne faut
pas aller le faire. Alors après, il y a plus de débats sur l'exploration, notamment on vend pas mal l'exploration minière comme une idée pour aller aussi explorer en même temps la biodiversité sous-marine, donc on apprendrait des choses scientifiquement. Bon, moi à la base je suis ingénieur géologue et je peux dire que quand on fait de l'exploration pour aller chercher des ressources, on va chercher des ressources, hein. Donc c'est quand même deux choses différentes, l'exploration biologique et l'exploration minière. Bon, ça c'était sur les fonds marins et du coup comme ça a été dit, en fait aujourd'hui dans les ressources qui sont comptabilisées, c'est même pas comptabiliser les ressources fonds marines parce qu'on n'est pas à un niveau de connaissance suffisamment élevé pour considérer que c'est des ressources, des réserves prouvées en fait. Bon, voilà sur la partie impact. Donc voilà, donc ça c'est juste pour les impacts fonds marins, mais pour dresser un panneau un petit peu rapide, j'en suis désolée, puisque j'ai dit plusieurs fois, il faut limiter la consommation pour limiter les impacts. Donc quels sont les impacts aujourd'hui? Aujourd'hui, on a à peu près 10% de la production des gaz à effet de serre qui est due à l'exploitation minière et métallurgique. On a environ 10% des impacts sur la santé des matières particulières. Nous, en Europe, quand on entend matières particulières, on pense particules fines, trafic autoroutier, mais dans certains pays très industrialisés, c'est beaucoup l'exploitation minière, métallurgique, qui va aussi produire ces particules fines et ces aérosols. Tous ces impacts sont en forte augmentation. Ils ont doublé entre 2000 et 2015. On a l'OCDE qui nous dit que d'ici à 2060, sur toutes les filières métalliques, on aura un doublement ou quadruplement de tous les impacts. On a également des forts impacts en termes de toxicité sur la santé humaine et également en écotoxicité. Donc nous, ce qui est très particulier pour notre industrie, c'est qu'on a, en termes de toxicité, on produit des très grands volumes. Donc on est plutôt sur quelque chose qui est moins dangereux que d'autres industries, mais en même temps, c'est des tellement grands volumes qu'on ne peut pas confiner la pollution. C'est-à-dire que, par exemple, sur une industrie lourde, on peut avoir des déchets, mais on va les mettre en fût ou on va réussir à confiner. Là, en fait, nous, notre méthode de stockage des déchets, c'est deux méthodes. C'est la création de versas stériles, donc c'est des collines artificielles avec des gros tas de gravats et de sable fin. Et les lacs artificiels. Et en fait, les lacs artificiels ou les collines artificielles, ça ne confine pas très bien la pollution. Ça peut s'envoler. L'eau peut passer dedans. Elle peut pas, et donc la pollution peut passer dans les eaux de surface, dans les eaux souterraines. Et alors ça, c'est vraiment des impacts qui sont très forts, par exemple, sur les filières cuivre et métaux précieux, où on a notamment un phénomène qu'on appelle le drainage mini-acide, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir des métaux toxiques naturellement présents qui vont se libérer. Alors, je vois fausser les sourcils naturellement, mais en fait, c'est parce que nous, c'est encore particulier. Nos substances toxiques, elles étaient déjà présentes dans la roche, mais c'est le fait de les sortir de terre, de les broyer et de les mettre dans un milieu oxydant qui est le milieu naturel, qui va faire que ces métaux vont se libérer. Et donc, on a vraiment une dissémination de ce point de vue-là. Et donc voilà, donc sur les filières cuivre et or, on a en plus un phénomène de drainage mini-acide qui va acidifier les eaux, amplifier ce phénomène, fait que la toxicité elle va plus se libérer et qui va en plus atteindre des niveaux d'acidité de pH environ 3. Donc si vous tapez drainage mini-acide, vous verrez des superbes photos d'anciens sites miniers avec de l'eau noire ou rouge très foncée qui se répand partout. Donc ça, elle contient des substances toxiques et en plus elle est pH 3. Bon, c'est pas très bon pour l'environnement, ni pour personne, ni pour nous. Voilà. Et dernier problème avec ces déchets miniers, après je m'arrêterai là, c'est qu'ils sont éternels. C'est-à-dire que comme on n'a pas de solution de stockage satisfaisante, on les laisse là pour l'éternité. Donc tous ces problèmes qu'on a commencé à créer depuis longtemps pour l'or, mais surtout depuis l'ère industrielle, s'accumulent au cours du temps. Donc on est sur l'artificialisation des sols qui va continuer et qui... et voilà. Et aujourd'hui, certains articles parlent d'un impact en termes de biodiversité de l'activité minière qui pourrait atteindre, si on réalise tous les projets qu'on a dans le pipe, c'est-à-dire qu'on a prévu de faire,
jusqu'à 5% des terres émergées qui seraient la biodiversité serait impactée sur 5% des terres émergées à cause de l'activité minière. Voilà, c'est les ordres de grandeur qu'on a, à peu près. Merci beaucoup pour les précisions. Il y avait aussi une question pour, je pense plutôt à nouveau David, désolé Vincent, sur le modèle économique de MTB. Donc si vous avez en 1 ou 2 minutes maximum, comme ça on va pouvoir prendre d'autres questions. Je vais essayer de faire très vite. Comme j'ai tenté de l'expliquer tout à l'heure, nous, notre croissance, elle est liée au fait qu'on accompagne nos clients sur leurs thématiques autour du recyclage. Donc avant toute chose, on est quand même des fabricants d'équipements. Donc nous, on vend des dizaines de machines chaque mois. On a plus de 5000 machines dans le monde, donc on est équipementier. On a des positions, par exemple, aux États-Unis sur le recyclage des câbles électriques. On a 80% de part de marché, donc notre vocation, elle est de continuer à développer cette activité. Mais pas seulement. L'idée aussi, c'est d'accompagner les industriels, justement, sur l'éco-conception. Donc, quand vous parlez de business model, effectivement, la finalité absolue, ça serait qu'on n'ait plus besoin de nous, et on en serait très heureux. Mais malheureusement, on n'est pas... on n'est pas dupe. Il va falloir quand même continuer à travailler énormément pour pouvoir accompagner justement l'ensemble des activités économiques et des populations dans cette transition, puisque aujourd'hui il y a énormément de travail. Pour vous donner un ordre de grandeur, en l'espace d'une quinzaine d'années, on est passé de 50 personnes à 250. Donc on a un chiffre d'affaires qui est de plus de 100 millions d'euros. On travaille dans le monde entier et on continue. Alors on pourrait faire plus, mais on a aussi, nous, le souhait de ne pas trop se développer, parce que le gain financier n'est pas une finalité, mais c'est juste un moyen de remplir notre objectif, qui est de trouver des solutions pour les déchets de demain, et d'accompagner les industriels pour éviter qu'on en produise qui ne soient pas recyclables. Donc c'est une philosophie d'entreprise qui est particulière, parce que tout est réinvesti par la direction dans l'équipement industriel, et on continue à travailler pour trouver des solutions. Juste sur la sobriété, parce qu'on n'a pas répondu. Sujet super important, surtout sur les matériaux critiques. Justement, nous, on a fait un article qu'on a appelé « Pas de souveraineté sans sobriété ». Et en fait, on a regardé justement ce qui se passait pour le lithium à vocation pour les batteries. Et on s'est rendu compte que tous les objectifs européens en matière de souveraineté, on ne pouvait pas les atteindre avec les scénarios classiques de consommation de matériaux et surtout de consommation de batteries pour nos véhicules électriques. Par contre, on a fait un scénario sobriété qui était relativement raisonnable, où on a diminué la taille des batteries, on a diminué le nombre de kilomètres parcourus, on a fait un peu de report modal, on a augmenté un peu le taux de remplissage des véhicules avec l'autopartage. Et on s'est rendu compte qu'avec ça, non seulement on pouvait respecter les objectifs européens en matière de sobriété, mais on pouvait arriver à produire encore plus sur notre sol, en termes de pourcentage de nos besoins, que les objectifs européens. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la sobriété, c'est vraiment un levier fondamental là-dedans, et que effectivement, ça manque cruellement dans le CRM Act et dans les autres politiques européennes d'ailleurs. On va prendre un deuxième groupe de questions, désolé Judy. Deuxième groupe de questions, si possible, vraiment concises, parce qu'il nous reste un quart d'heure et sinon là on va juste devoir quitter les lieux. Donc essayez d'être très concis. Juste Judith. Non, je cite juste qu'on a aussi fait une publication sur le sujet qui va exactement dans le même sens et qui s'appelle « L'indispensable sobriété pour le lithium » et dans lequel on revient sur ces messages et on dit la même chose, que c'est possible que si on fait tout ça. Voilà. Bonsoir. Vous parliez de sobriété, mais par sobriété, on entend consommer moins, donc c'est-à-dire produire moins. Et attendez, je vais me lever, ce sera plus simple. Donc finalement, produire moins, ça rentre en directe contradiction avec le mode de production économique actuel qu'est le capitalisme. Est-ce que vous pensez qu'il n'y aurait pas une contradiction dans les termes à proposer des politiques écologiques conséquentes sans dépassement du capitalisme qui incite à toujours produire plus ? Bonjour, moi ma question porte plutôt sur le transport. Vous aviez parlé des conséquences écologiques des voitures thermiques, voitures électriques, en comparant voilà, avantages, inconvénients des deux. Est-ce que c'est vraiment là qu'est le débat? Est-ce qu'il ne serait pas plutôt sur la remise en cause de la mobilité individuelle à opposer à une mobilité plutôt collective? Donc ce qui impliquerait par exemple de réorganiser totalement la façon dont on agence les villes en diminuant les distances entre le lieu de travail et les lieux d'habitation, pardon, ce genre de choses.
Et ça nécessiterait un changement macroscopique, un changement global de société, et pas juste changer la technologie d'un véhicule, ce que chaque entreprise peut faire à son niveau. Et là, pour le coup, je rejoins totalement ce qu'a dit mon camarade. Si on veut se lancer dans ce genre de choses, je ne vois pas comment on peut le faire sans réinterroger le mode de production. Il faut changer de mode de production, avoir un mode de production qui ne fonctionne plus sur une logique intrinsèquement tournée vers le profit, donc le capitalisme, trouver un mode de production alternatif qui soit compatible avec des enjeux écologiques. Et ce que proposent certains chercheurs comme Bernard Friot, par exemple, peut nous montrer la voie vers un tel mode de production alternatif. Bonsoir et merci. J'ai une question plus de prospection, en tant que prospectiviste, donc peut-être plus pour Judith. Vous qui avez travaillé notamment avec le scénario Clever, donc une sorte de scénario à l'échelle européenne, est-ce que vous avez abordé ces sujets avec les différents prospectivistes européens, donc sujet de matière? C'est la première question. Et la deuxième question, on parle souvent, quand on parle de métaux ou tous les éléments du tableau périodique, on parle souvent de l'évolution en masse de ces éléments, mais est-ce qu'on prend en compte, est-ce que vous prenez en compte le fait que le taux de pureté dans les terres va s'amoindrir au plus on cherche, plus on va sur des sources qui sont moins denses? Est-ce que c'est des choses qui sont prises en compte dans les prospections? Merci. Une dernière question, je suis désolé parce que sinon on va vraiment se faire chasser. Une question aussi sur le réel bilan carbone des véhicules thermiques versus les véhicules électriques. Parce que quand on regarde en fait la production, notamment du nickel, qui nécessite une déforestation massive pour aller là où le nickel est, et une déforestation massive parce qu'on utilise du charbon notamment pour les premières étapes de raffinage, on se pose vraiment la question de la pertinence, même en termes de gaz à effet de serre, de ce qu'on est en train de nous vendre comme une espèce de miracle. Et sans parler des effets absolument catastrophiques sur les écosystèmes, puisqu'on a aujourd'hui une industrie minière qui n'est pas tellement bien disante, on va dire, sur tout ce qui est protection de l'environnement au moment où on produit, et je ne parle même pas de la restauration. Et donc, quid aussi d'avoir des filières traçables, des objectifs de production qui demandent faire mieux, et comment organiser aussi tout ça dans un contexte où on a une ruée vers non plus l'or mais le nickel et d'autres matériaux. Donc comment faire à peu près bien dans une urgence, quoi. Ouais, des réponses concises s'il vous plaît, il nous reste 10 minutes. Ouais, on fait ce qu'on peut, parce que c'est pas toujours des réponses simples. Alors, le capitalisme. Non, mais d'abord, tout ce que je voulais souligner, c'était que la sobriété qu'on propose dans les scénarios n'est pas une sobriété qu'on pense à l'échelle individuelle, genre juste allez les gens, consommer moins et c'est tout, mais c'est comment on organise les conditions de faisabilité de cette sobriété. Donc effectivement, si on reprend l'exemple du lithium et de la voiture individuelle, il y a un enjeu à ce que ce qui soit mis sur le marché, ce soit des voitures qui soient petites, avec des petites batteries. Donc ça, c'est plus la responsabilité aussi des producteurs d'aller vers ce genre de modèle et de proposer des modèles qui soient aussi accessibles financièrement, voilà, qui tendent plutôt vers des petits modèles, ce qui veut aussi dire des plus petites distances parcourues de toute façon, et comme on a des plus petites distances parcourues, ça veut dire qu'il faut qu'on s'organise pour avoir moins de transport à faire. Il faut aussi développer les transports collectifs, évidemment, et nous on propose aussi en fait tout simplement une diminution des déplacements dans notre scénario,
en diminuant le nombre de ce qu'on appelle de voyageurs kilomètres, c'est une unité pour mesurer la mobilité. Et donc en fait, ça veut dire aussi moins de mobilité. Moins de mobilité, ça veut dire tout à fait d'accord avec vous, un urbanisme qui le permet, donc arrêter de construire par exemple des zones d'activité commerciale qui soient loin des gens auxquels on soit obligé d'aller en voiture. Ça veut dire favoriser le télétravail. Enfin bon, il y a plein de choses qui sont de l'ordre de politique publique derrière pour arriver en fait finalement à avoir moins de lithium derrière. Donc c'est pas du tout de la sobriété à l'échelle individuelle. Je répondrai pas sur le capitalisme parce que on va dire peut-être que j'ai un avis personnel là-dessus, mais pas mon organisation. Sur lequel on a un avis à l'association Négawatt, c'est que quel que soit le mode de production, quel que soit le mode de propriété privée, quel que soit ça, il y a un enjeu d'avoir des politiques publiques qui vont encadrer à la fois les conditions de production, mais aussi le niveau de consommation qu'il y a derrière, et de faire en sorte qu'on ait une réelle planification écologique qui soit intelligente. Voilà. Je ne répondrai pas à la question philosophique derrière sur est-ce que c'est compatible avec le capitalisme. Et qu'est-ce qu'il y avait il y avait une dernière question. Ah oui, sur la teneur. Tout à fait. On a, alors nous, une des raisons pour lesquelles on est alarmé par les impacts environnementaux, j'ai donné une vision un peu statique de ces impacts environnementaux tout à l'heure, à un temps T, mais effectivement, l'augmentation dont j'ai parlé, elle est due à deux choses, et même l'OCDE le dit. Elle est due d'une part à l'augmentation des volumes, c'est-à-dire qu'on consomme de plus en plus, mais aussi en relatif au fait que les gisements sont de moins en moins bonne qualité et que les teneurs diminuent, donc la concentration est de plus en plus faible, et on va vers des augmentations des impacts qui sont vertigineuses à cause de ça. Et c'est bien pour ça que nous, tout ce qu'on fait en termes d'activation de leviers importants de sobriété vise à diminuer drastiquement l'extraction minière jusqu'à, on espère un jour atteindre un point d'équilibre où on ne fera plus que du recyclage. Mais pour que cette économie elle soit réellement circulaire, il faut déjà qu'on ait diminué nos volumes de consommation énormément, sinon on n'y arrivera pas. Et j'ai un petit trou sur la dernière question, je suis désolée. Oui, alors la question de la traçabilité, elle est assez compliquée, je ne vais pas la détailler, mais en tout cas, oui, ce que je voulais dire, c'est que évidemment, il y a aussi des questions de niveau de production qui sont très inquiétants pour les exemples que vous avez cités, c'est-à-dire pour le nickel en Indonésie, pour certaines productions du fer au Brésil, on est sur des niveaux de déforestation effectivement qui sont très importants. Et je vais même être encore plus pessimiste que vous, c'est que c'est pas qu'une question d'encadrement de l'activité, parce qu'en fait, là, pour le coup, sur cet exemple du nickel, c'est intrinsèque en fait à l'exploitation, puisqu'on est sur un gisement de type latérite qui est un gisement très étendu. Et en fait, par définition, pour l'exploiter, il faut enlever la forêt qui est au-dessus. Alors, on peut toujours replanter après, mais on ne sera jamais sur le même niveau de qualité de biodiversité. Donc là, notre principal levier, ça va quand même être de juste réduire notre demande en nickel pour améliorer ça. Et ensuite, sur bilan carbone comparé, je préfère laisser la parole si quelqu'un a envie de se lancer là-dessus. Mais évidemment, ça dépend du taux d'amortissement, enfin de la durée d'amortissement. Mais donc, je crois mes collègues ingénieurs spécialistes de ces questions d'ACV sur la question de la mobilité. Et en fait, on peut montrer que quand même, d'un point de vue strictement CO2, sans prendre les autres impacts, la voiture électrique est quand même plus vertueuse que la voiture thermique, même en comptant tous ces impacts. Même en comptant le fait qu'on va aller déforester au nickel, il y a un bénéfice, en tout cas dans nos pays et avec nos mix énergétiques, à passer à la voiture électrique pour la question du changement climatique. Il n'y a pas trop de doute là-dessus, sur le fait que ce soit mieux. Et du coup, pour répondre à la dernière question là, sur la traçabilité, c'est une question super compliquée. Typiquement, toute la question des déforestations importées, en fait, on ne sait pas faire. Donc, en fait, on met des hypothèses en disant, bon, bah, on suppose que quand on importe de tel pays, bah, on va dire qu'il y a une déforestation induite qui est de temps. Et voilà, on fait des hypothèses comme ça. On ne sait pas y répondre. Il y a
l'Europe essaie de faire quelque chose typiquement sur la production industrielle importée pour certains matériaux, dont l'acier, par exemple, avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent aux entreprises françaises qui s'approvisionnent en acier ou en engrais, ou voilà, certains produits comme ça, à l'extérieur de l'Europe, d'aller demander à leurs fournisseurs combien de CO2 a été émis pour produire ça en dehors de l'Europe. Et donc ils comptent sur le bon vouloir de ces entreprises-là pour qu'elles annoncent le bilan carbone de tout leur approvisionnement et ensuite pouvoir créer ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour ensuite que ça soit y ait une bonne compétitivité avec nos entreprises qui, elles, sont censées produire en polluant moins, en émettant moins de CO2. Elles sont censées polluer aussi, malheureusement. Bon, du coup, on va s'arrêter là, il est -5, sinon on va déborder et on va se faire des ennemis ici. Merci beaucoup à tous.